Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bon, mais c'est cool. Ouais. On est parti. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Bourgerie. Salut Nicolas. Salut. Bonjour à tous les deux. Nicolas, t'es un entrepreneur engagé, t'es un entrepreneur passionné, et t'es un entrepreneur que moi j'ai trouvé passionnant. Ça fait déjà quelques fois qu'on se rencontre, et moi je suis toujours sorti de nos échanges émerveillé, énergisé, dynamisé, avec l'envie de faire plein de choses. Et avec Lucie, on avait vraiment envie de t'inviter chez nous à témoigner de qui tu es, de ce que tu fais, de la belle personne que moi j'ai eu la chance de rencontrer et qu'on avait envie de mettre en lumière auprès de tous nos auditeurs. Tu as créé plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'apprentissage, enfin essentiellement dans le domaine de l'apprentissage, pardon. Et tu le dis, ou plutôt tu l'écris sur ton profil LinkedIn, tu rêves d'apporter des innovations aux écoles du monde entier pour développer l'autonomie de tous, réduire les inégalités des chances face à l'apprentissage et favoriser le partage de la connaissance. Nicolas, un grand merci d'être là. Nicolas, qui es-tu ? Merci Romain pour cette introduction. Et alors, qui es-tu ? C'est toujours une question difficile. Et avant de répondre, je voudrais juste, et avant de me présenter, juste vous remercier tous les deux, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais Lucie et Romain, voilà, l'engagement que vous mettez dans ce podcast, en plus dans ce format-là, c'est un format mi-long, un format où on creuse un peu plus. Enfin, moi, c'est un format qui me touche, parce que je trouve que l'apport que ça est important. C'est une source d'apprentissage qui est assez rare aujourd'hui, d'avoir ce type d'éléments, d'objets qui apportent autant. Je peux vous dire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un épisode qui avait un peu changé ma vie récemment et mes décisions, celui de Serge Marquis, voilà, qui je pense m'a permis de prendre de meilleures décisions. Donc voilà, merci pour ça. Et puis j'ai eu l'occasion d'en parler avec toi, Romain, il y a pas longtemps. J'ai eu beaucoup de moments déterminants dans ma vie, voilà, des moments qui ont complètement changé le cours de ma vie. Et j'ai une conviction hyper forte, qui est que en fait, notre façon de réagir dans ces moments-là, de réagir aux choses, c'est peut-être la plus grande des libertés qu'on a. Et que la perspective avec Lucie, avec toi, de revenir sur ces moments-là, de regarder comment ça fait écho, comment ça parle, je trouve ça hyper enthousiasmant. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc merci à tous les deux de me laisser l'opportunité d'en parler, parce que c'est rare. Et généralement, les podcasts que je fais sont beaucoup centrés sur mon cœur de métier, sur vraiment ce qui me passionne, et on va en parler aussi, mais rarement sur les tipping points qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui, ou que j'en suis là individuellement et collectivement qu'on en est là. Alors qui je suis, déjà je suis un entrepreneur depuis toujours, t'as raison, tu l'as mis en avant, mais en fait à part les petits boulots que j'ai fait pour vivre de 16 ans à 20 ans, parce que j'ai travaillé beaucoup de 16 ans à 20 ans en parallèle de ma prépa, j'avais 25 heures, j'ai fait peut-être une trentaine de petits boulots. J'ai intégré EM Lyon avec l'intention de créer ma boîte dès le départ. Donc dès la première année, j'ai monté ma boîte. J'étais un des premiers étudiants entrepreneurs en France. À l'époque, il y avait un seul incubateur en France où monter sa boîte, c'était EM Lyon. Et voilà, donc je suis allé dans cette école exprès parce que c'était le seul incubateur étudiant à l'époque où je suis rentré dans mes études. Et tu sais dire pourquoi est-ce que t'avais déjà cette détermination, cette volonté d'entreprendre ? Ouais, bien sûr. On pourra vraiment aussi y revenir parce que c'était clairement un tipping point de ma vie. Je pense qu'il y a des éléments qui sont sans doute relatifs à l'éducation que j'ai reçue, très anti-entreprise, avec j'ai été élevé par ma maman, on a très peu d'écart d'âge, très jeune. Mon papa est parti très tôt, je l'ai connu au fur et à mesure, mais plus tard, avec une dimension où j'ai
j'ai appris par voilà, dans un monde où l'entreprise c'était le patron, c'était le méchant, c'était quelque chose qui a été déterminant même dans ma confiance en moi, avec un monde qui était pas très proactif non plus, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, voilà, élevé beaucoup par mes grands-parents qui viennent d'Europe du Nord, qui m'ont transmis ça, mais personne n'avait jamais travaillé dans une entreprise, ou alors quand ils y travaillaient, c'est avec une vision de l'entreprise qui était assez négative. Et j'ai une incite qui a eu, à un moment donné, qui a vu chez moi un potentiel particulier lors d'une élection. Le maire de Pau, parce que je viens de Pau, a été le premier maire à mettre en place les élections municipales jeunes dans une ville. Et donc, il prenait une quinzaine d'élèves des écoles pour représenter et pour siéger au conseil municipal. Et en fait, mon instinct m'a dit, Nicolas, tu devrais te présenter. Et jamais j'aurais pensé. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. J'étais très timide. Voilà, j'étais très doué à l'école. J'avais des facilités, mais jamais j'aurais pensé que j'allais faire ça. Et en fait, elle m'a dit, bah vas-y. Et en fait, elle m'a dit, bah, écris ce que t'aimerais faire pour la ville, pour l'école. Et donc, je me suis mis à écrire ce que j'aimerais, donc avoir une intention sur ce que j'aimerais changer. Et là, j'ai vu mon grand-père me dire, Nicolas, je vais t'aider, on va faire des tracts, on va imprimer des choses, et il s'est mis à m'accompagner à la sortie de l'école et à distribuer. Donc, j'ai commencé à faire une campagne pour être élu, et j'ai été élu. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans? Ouais, 9 ans, 10 ans. J'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans. Donc très jeune. Ah oui. Et je suis resté en contact avec cette prof qui a été, c'est un site qui a changé ma vie en fait. Ouais. Hein. Je la vois toujours, je suis proche de ses enfants. Et en fait, ça a été déterminant parce que je pense que ça m'a donné une confiance très très forte. Et dès qu'on est arrivé au conseil municipal jeune, le maire a dit, donc c'était André Labarrère qui est décédé maintenant, il a dit, donc voilà, il va falloir choisir une section dans laquelle vous allez travailler, vous engager. Et moi, j'ai choisi l'éducation et la solidarité. Et donc, voilà, j'ai passé 2 de mes Noëls avec les sans-abri de la ville de Pau pour travailler sur des dimensions juste d'être là, en fait, d'être présent avec des personnes et puis en plus, j'étais pas très Noël, donc ça m'allait bien. Je travaillais beaucoup pendant 1 an et demi sur l'éducation, l'accès à l'enseignement pour ceux qui étaient un peu plus loin. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Je pense que c'était le point de départ assez fort. Okay. Voilà. Et après, pour répondre à la question qui je suis, du coup, je suis un entrepreneur depuis toujours, du coup, de 42 ans. Souvent je dis, je me sens libre, je me sens heureux. Longtemps j'ai mis sur ma carte de visite que j'étais un entrepreneur heureux. Je m'étais dirigeant fondateur heureux sur ma carte. Pas pour afficher le fait que j'étais heureux, mais je crois que j'étais heureux d'avoir fait un choix comme ça. Voilà, je suis entouré de famille, de collègues, de partenaires, d'amis, à la fois sur qui je peux compter, mais qui peuvent aussi compter sur moi. Et je pense qu'ils le savent. Je suis papa de 2 enfants, voilà, adorables, hyper différents. Je suis très amoureux de leur maman que j'admire. Voilà, je pense que ça boufferait de beaucoup d'entrepreneurs, mais j'en serais pas là sans elle, ou en tout cas pas comme ça c'est sûr. Je suis très peu axé sur la matérialité. C'est un élément qui est particulier, mais je pense que tout ce que j'ai et qui est matériel pourrait tenir dans une toute petite valise. Et du coup, ça m'a fait faire des choix particuliers dans ma vie, voilà, qui disent beaucoup de qui je suis devenu. Je suis aujourd'hui dirigeant d'entreprise d'un groupe de 90 personnes qui m'inspirent beaucoup, qui sont hyper engagés, dans une mission qu'on partage, mais une mission que je porte depuis toujours en fait, qui est de faire réussir tout le monde. Je me suis donné pour mission, à travers ce que tu disais, Romain, de l'apprentissage, de la formation, de la transmission, une mission d'aider chacun à son niveau, à son rythme, à se sentir bien, à trouver sa place par l'apprentissage. Enfin, vraiment, je suis convaincu qu'apprendre, transmettre, apprendre, c'est presque des besoins aussi essentiels dans une vie que manger, boire ou dormir. Et que du coup, j'ai mis toute ma vie, toute mon énergie au service de cette mission, et de faire en sorte que ce que j'apprends avec tout ce collectif, on arrive à le faire rayonner pour rendre le monde un peu meilleur et en tout cas un peu plus proche de ce qu'on aimerait qu'il soit. Donc j'ai mis toute ma vie dedans, et c'est particulier parce que dans mon énergie entrepreneuriale, et je pense qu'on en parlera sur les tipping points, je pense que je l'ai fait avec un mindset
un peu spécifique avec une boussole, je sais pas comment le nommer, mais c'est presque une boussole quand même dans ma vie, qui est hyper puissante, qui est hyper ancrée, qui est très très forte en fait, qui est la proactivité. Et la proactivité au sens du dictionnaire, pas l'anticipation des choses. Le fait, dans n'importe quelle situation de vie, de me dire que, en fait, je n'ai pas d'autre choix pour arriver à avoir ce niveau d'intention sur le monde et sur les choses, de mettre l'énergie sur ce qui dépend de moi, et de pas me plaindre des autres, de pas me plaindre de l'environnement, et de faire de mon mieux avec ce qui dépend des personnes avec qui on va prendre des décisions et avec qui on va agir. Et vraiment, ce mindset-là, il y a plein de tipping points dans ma vie où je me dis, c'était des sources d'apprentissage très fortes, c'est des moments déterminants. Il y a eu un avant, après, des fois, on le sait pas pendant, on le sait après. Mais vraiment, je pense que la façon proactive de prendre les choses, qui est sans doute due à mon enfance, à mon éducation, la façon dont je me suis aussi beaucoup construit par moi-même. J'ai jamais, j'ai toujours tout payé de ce que j'avais à faire. J'ai travaillé pour me construire, pour monter ma boîte. J'ai rien demandé à personne. J'ai tout construit petit à petit en essayant d'être le plus libre possible. J'ai eu beaucoup d'aide. On m'a tendu beaucoup de fois la main. Mais je pense que cette proactivité, elle a été déterminante dans les moments un peu charnières de ma vie. Voilà en quelques mots qui je suis. Et comment, parce que moi je t'imagine hyper bien à Pau, à la mairie, petit garçon. J'ai une image qui est belle. Malgré tout, dans notre famille, le patron c'est le méchant, c'est celui qui s'en met plein les poches. Enfin, tu vois, quand on a ces croyances-là dont on hérite et qui sont répétées, il y a quand même une différence entre entreprendre et la vie politique, la vie de la cité. Comment est-ce que tu arrives à cette conviction de je suis fait pour être entrepreneur, je vais monter ma boîte? C'est plus intrinsèquement l'envie de me dire que se plaindre de ce qui nous entoure, c'est pas une façon un chemin que j'avais envie de choisir pour construire ma vie. Et que on peut toujours se dire qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, que quelque chose ne me convient pas. Et je me suis dit, si quelque chose ne me convient pas, je fais le maximum pour le changer. Et donc j'essaie de regarder ce qui dépend de moi et je le change. Et donc le sentiment qu'en étant à ce moment-là au conseil municipal jeune de la ville de Pau, où on me dit dans quoi t'as envie de t'engager, et donc là je dois choisir parmi plein de choses qui ont rien à voir. Je dis je choisis l'éducation et la solidarité. Et je mets 2 ans de ma vie à trouver des idées, à me dire tiens, j'ai fait bouger des choses, à faire des choix parce que à un moment donné on avait un budget et puis on devait choisir où on allait mettre ce budget pour avoir de l'effet de levier, où on allait mettre notre temps. Et donc comprendre qu'à ce moment-là, en fait, avoir des intentions sur les choses, renoncer à certaines choses parce qu'on n'y croit pas, et au contraire choisir des choses parce qu'on y croit vraiment, on pouvait l'appliquer à toute sa vie. Ouais. Et que je me disais travailler dans une boîte. Alors quand on a intégré Lyon, alors c'est vrai que je suis arrivé quand même avec un tipping point aussi qui était un peu déterminant, c'est qu'à 17 ans, moi je suis pile de la génération de la bulle internet 99, du truc où à ce moment-là je vais passer le bac, j'ai 17 ans, je dis à ma mère, maman, je pars de l'école et je pars de la maison et je vais monter ma boîte. Et là, ma mère, qui vient d'un milieu assez modeste, qui m'a élevé, qui a tout fait pour moi, parce qu'en fait, elle a tout donné. Elle avait pas grand-chose, mais elle a tout donné, et beaucoup d'amour, et qui a comme une vision de l'entreprise qui est particulière. Elle m'a dit, mais non, en fait, tu vas être plombier, tu vas faire un truc qui permet de gagner de l'argent, concret, il faut que ça serve, tu pars pas monter ta boîte, si tu pars, tu reviens pas. J'ai dit, si maman, je pars, en fait, je vais monter ma boîte, je vais aller à Paris, je vais prendre un train, et je vais participer au First Tuesday. À l'époque, c'était les investisseurs, ils avaient des pastilles vertes, et les entrepreneurs, ils avaient des pastilles oranges, et ils se rencontraient, et puis voilà, ils ont monté sa boîte, et moi, j'avais une idée de boîte, et je voulais monter ma boîte pour changer de vie, en fait, pour choisir ma vie. Elle m'a dit, si tu pars, tu reviens pas. Alors, en fait, tu pars pas. Ça se passe hyper bien à l'école, t'as d'excellents résultats, t'es pris dans toutes les prépas, tu peux pas t'arrêter, quoi. Enfin, ma mère, elle m'a pas dit t'es pris dans toutes les prépas. En vrai, elle m'a dit tu dois faire un métier qui est concret. Et moi, j'avais postulé pour plein de choses, dont des prépas, parce que ma meilleure amie m'avait dit tiens, Nicolas, si tu veux monter ta boîte, il y a quand même des chemins un peu plus sécures. C'est de faire une prépa et d'aller dans une école. Et puis en France, il y a une école, celle qui m'en a parlé. Il y a une école dans laquelle on peut carrément monter sa boîte en étant étudiant. Elle est à Lyon. Alors moi, Lyon, j'ai jamais mis les pieds à Lyon, mais c'est vrai qu'à ce moment-là,
ce moment déterminant où ma mère m'a dit tu reviens pas, je pense que ça a été, je me suis dit, bon, ok, ma meilleure amie me dit Nicolas, il y a d'autres chemins, ma mère me dit tu reviens pas, je fais quoi? Et là je décide de faire ma prépa avec l'intention d'aller à l'école de Lyon. Et donc je fais mes 2 ans de prépa, je bosse à Decathlon 25 heures par semaine à côté, ce qui est génial, c'est un apprentissage incroyable. J'ai fait plein de petits boulots où j'ai appris beaucoup en fait, j'ai bossé dans plein de boîtes et vraiment j'ai ressenti aussi pourquoi ma mère n'aimait pas le travail, parce que j'ai eu des moments de déconsidération hyper durs, des gens qui m'ont mal parlé. Je me suis dit mais waouh, c'est ça le monde du travail. Ça. Et inversement des rendez-vous, des personnes magiques que j'ai rencontrées. Enfin, Decathlon, mon manager m'a été tellement exceptionnel dans le goût qu'il m'a transmis pour ce qu'il faisait pour l'équipe, l'énergie qu'il a mise. Enfin, vraiment, j'ai adoré ces moments-là. Et donc, je passe mes études en prépa et puis je passe le concours. Et là, vraiment, je dis non à toutes les écoles. C'est-à-dire que je suis pris dans plein d'écoles et je fais les entretiens quand même pour m'entraîner. Je leur dis, écoutez, je suis honnête, j'ai fait ce concours pour aller à EM Lyon. Et donc, je vous le dis, voilà, si EM Lyon m'accepte, j'irai. Et après, s'il m'accepte pas, je verrai ce que je fais. Mais je vous le dis et puis je peux pas mentir. Enfin, moi, je pense que j'ai un rapport à la relation, à l'authenticité qui est hyper fort. Je ne sais pas dire autre chose que j'ai au fond de moi et que je pense vraiment, je sais pas le faire. Donc, je leur dis à tous. Et voilà. Et du coup, je passe les concours et puis à EM Lyon, je dis voilà, j'ai passé ce concours pour venir chez vous. Donc vous me prenez là. Vous n'avez pas d'autre choix. Et j'ai une idée de boîte et voilà, je rentre exprès. Et ils m'ont dit bah bon, mais c'est jamais arrivé. Je dis ouais, mais si vous me prenez pas, je ferai autre chose. Et puis du coup, ils me mettent devant et ils me prennent et puis je vais à EM Lyon et puis j'arrive à l'EM. Puis dès le premier mois, je dis voilà, je vais monter ma boîte. Donc je vais voir la responsable des études. Je dis voilà, je suis venu pour ça. Et alors la chance, c'est qu'à EM Lyon, la première année, on a un projet de création d'entreprise obligatoire pour tous. Bon, moi, ça tombe bien. Je l'avais en arrivant. Et puis là, énorme opportunité d'avoir des personnes autour de moi qui m'aident, qui m'accompagnent. Donc, je monte ma boîte. C'est boîte dans quoi? Alors, à ce moment-là, c'est une entreprise dans les RH. Et c'est pas celle qui a été la première, parce que très vite, en fait, en 5-6 mois, je me rends compte que cette idée que j'avais, et je suis venu à l'école avec, j'avais besoin d'un autre marqueur très très fort entrepreneurial, c'était le fait d'intrinsèquement sentir une passion et un sens profond dans ce que je faisais. Et donc j'arrivais à trouver ce sens, mais pas assez fort, ça m'appelait pas assez fort. Et là, la particularité, c'est qu'en parallèle de EM Lyon, il fallait bien que je paye mes études, parce que ça coûte quand même assez cher. Je travaillais toujours à Decathlon, parce que j'avais besoin de travailler. Je donnais des cours, donc je bossais 40 heures par semaine à côté de mes études. En parallèle, je montais ma boîte, donc je bossais 90 heures par semaine, mais j'étais passionné, donc tout allait bien. Et en fait, en donnant des cours, vraiment, j'ai été pris de passion de ce qui était en train de se passer dans l'acte de transmettre à des enfants hyper variés, qui apprenaient tous différemment, à me dire, mais waouh, en fait, ils sont tous différents. En fait, la façon dont je peux les aider, c'est pas leur donner des cours de maths, d'anglais, de français. C'est de les aider à mieux se connaître eux, à apprendre pour eux. Et là, je me suis rapproché de tous les profs qui m'avaient marqué du moins scolarité. Je les ai tous rappelés, je suis reparti les voir, et je leur dis, est-ce que vous pouvez m'aider à développer mes compétences? Voilà, comment vous avez fait vous? Comment vous avez fait pour planter la petite graine chez moi qui m'a autant donné envie d'apprendre quand je vous ai croisé? Et du coup, j'ai appris un tas de choses, j'ai lu des bouquins, j'ai rencontré des gens, j'ai voyagé, je suis parti en Finlande, j'ai mon meilleur ami qui est parti en Chine pour aller voir comment on apprenait dans les pays asiatiques. On a partagé toutes ces pratiques-là pour essayer de capter de la valeur, et j'ai testé. J'ai suivi une centaine d'enfants avant de créer ma première boîte. J'étais tellement passionné par ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc à ce moment-là, je me dis bon, je fais quoi de ce que je suis en train de vivre là dans la transmission, dans l'apprentissage? Et je me dis je vais créer une entreprise. Alors le leader de l'accompagnement à l'époque s'appelait Acadomia, qui est un énorme mastodonte. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais créer une entreprise qui s'appelle Methodia, qui est pour surfer sur la vague de la marque qui existait. Je me dis, mais en fait, moi, c'est pas mes valeurs, c'est pas ce que je veux faire. Je veux juste apprendre à un enfant et puis le laisser libre de choisir après ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de rendre dépendant un enfant d'un accompagnement. En fait, je voulais faire l'inverse de ce que j'apprenais à l'école. On me disait, mais il faut fidéliser tes clients, il faut que ça dure. En fait, moi, je me disais, mais la relation de service, quand tu fais ce métier, c'est de perdre tes clients. C'est que l'élève, le jour où il a plus besoin de toi, t'as gagné. Donc, il faut que ça dure le moins longtemps possible. Il faut qu'il gagne confiance en lui. Il faut que je l'aide à trouver son chemin. Et donc, j'ai créé une boîte qui s'appelait Methodia et qui a tout de suite marché. Et l'école a été très, très, très à l'écoute de ce besoin d'entreprendre très fort. Et donc, je me suis mis à développer cette entreprise.
Et une rencontre a été déterminante, parce que pour la faire grandir, j'assistais à des conférences, je voyais des personnes, des entrepreneurs, etc. Et je me suis retrouvé dans une conférence à EM Lyon où toutes les semaines, ou tous les 15 jours, il y avait un CEO de grand groupe. Donc il y avait Carlos Ghosn qui était venu, il y avait plein de grands patrons, Michelin, et Leclerc, enfin bref, des personnes qui étaient hyper inspirantes, hein, mais je me suis dit, voilà, ils apportent des trucs, il y a des choses hyper chouettes à les capter dedans. Et parmi les personnes qui sont venues, il y a l'un des fondateurs d'Adecco, qui venait présenter la fondation Adecco et ce qu'elle faisait pour l'éducation. Et en fait, ça m'a parlé. C'est-à-dire que dans ce qu'il a dit, les mots qu'il a utilisés, je me suis dit waouh. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé à la fin de cette conférence. Je sais jamais ça. Et je me suis levé, je suis parti le voir. Et je dis voilà, j'ai adoré ce que vous avez dit. Ça m'a parlé. Moi, j'ai monté ma boîte. Voilà ce que je fais. Il m'a dit ah bon, super. Moi, je suis je suis un des fondateurs d'Adecco. Je suis aussi investisseur. Il me dit vous n'aurez pas besoin d'argent et tout. Je dis j'avais pas besoin d'argent. Je dis si. Il m'a dit ah bon, vous avez besoin de combien? Et en fait, j'ai donné un chiffre, mais j'avais même pas réfléchi En fait, j'avais pas... Et il m'a dit, très bien, et ça représente quelle part du capital? Et là, je me suis dit, mais comment je me suis embarqué dans un truc comme ça? Et je lui ai dit un chiffre aussi. Et il me dit, écoutez, moi, ça m'intéresse. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre, parce que j'ai donné un chiffre qui était quand même assez important. Une part du capital, alors relatif à maintenant, pas tant que ça, mais... Et j'ai dit 15% du capital pour ce chiffre-là. C'était 100 000 euros, j'ai dit. Et je dis 100 000 euros pour 15%. Il m'a dit moi ça m'intéresse, si vous voulez on peut se revoir. Et on s'est vu 2 jours après. On a passé 4 heures ensemble. Et en fait il m'a dit Nicolas, voilà un chèque. Et il m'a fait un chèque de 100 000 euros. Il m'a dit je vais pas transmettre le BP, je lui ai rien donné. Wow. Je lui ai rien donné en fait. Il m'a juste dit j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et j'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai envie de vous aider à aller plus loin dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez. Et là, je me dis, waouh! Alors avant d'accepter le chèque, je savais même pas ce que ça voulait dire avoir un investisseur. Moi, j'avais ma boîte, j'étais libre, j'avais développé ce projet et sans avoir même réfléchi, en fait, à pourquoi. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Et à cette étape, la boîte, elle en est où? Enfin, J'avais mes 100 élèves plus les 150 qu'on avait trouvés par bouche à oreille. Donc c'est vrai qu'en plus, on avait un super bouche à oreille parce qu'on a eu plein d'enfants, de personnalités qui ont commencé des sportifs de haut niveau. Enfin bref, on a commencé à avoir une résonance qui allait assez fort parce que le bouche à oreille va hyper vite dans ce métier quand on le faisait différemment. Voilà, donc on a eu une grosse traction. Donc en plus, moi je suis pas allé loin. Je suis allé chercher en fait les personnes de mon entourage à Lyon, à Central Lyon que je trouvais hyper pédagogues, entraînés dans la même mission, qui avaient envie de s'engager dedans. Et en fait, je leur ai dit, on va créer des méthodologies, on va se former les uns les autres, on va apprendre, on va construire un apprentissage continu. En gros, on a un collectif de personnes qui avons l'intention de rendre autonomes des enfants qu'on accompagne. Voilà, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec chacun, indépendamment d'où ils viennent et qui sont leurs parents. On veut juste les aider à réussir, à avoir confiance en eux. Et à ce moment-là, j'avais pas conscience que c'était une question centrale que je m'étais mal posée, mais je suis parti là-dedans. Et j'ai pris ça. Et là, Philippe Marcel, donc un des fondateurs d'Adecco, me dit ça. Donc il rentre dans le capital. Je me renseigne quand même sur lui. Là, je me rends compte qu'il a investi dans d'autres boîtes de personnes autour de moi. Et une boîte qui me dit non mais vraiment, n'y va pas. Moi à ta place, j'irai pas. C'est quelqu'un avec qui ça s'est hyper mal passé. Et je le dis à Philippe. Alors moi, je suis cash dans ma façon de prendre le point, je l'appelle, je lui dis Philippe, on se connaît pas, mais en essayant de discuter avec les gens autour de moi, je suis tombé quand même dans un cas qui s'est hyper mal passé. Il m'a dit pas de problème Nicolas, vous savez quoi, je vous donne ma version, vous prenez leur version, si après avoir discuté avec les deux, vous êtes convaincu que c'est pas votre chemin, on n'y va pas, et puis je vous laisse vous faire votre avis. Ouais. Donc, génial, déjà rien que me dire ça, je trouve ça hyper sain comme démarche. Et donc je discute avec lui, il m'explique sa version. Je discute avec donc les 2 filles de cannibales, elles m'expliquent leur version. Donc c'était une boîte qui avait été créée à Lyon, voilà, et qui faisait, c'était un mongeur de canettes. Donc pour faire de la récupération de canettes en alu, on mettait la canette, on avait une petite je sais pas, comme une machine à sous, en fait. Si les machins étaient alignés, on gagnait un objet. C'était pour inciter les gens à recycler leurs canettes. Bon, bref, c'était une petite anecdote. Et elle me raconte leur version de l'histoire. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi, dans la même situation, j'aurais fait ce qu'a fait Philippe. J'aurais fait ce qu'il a fait, en fait. Donc, je l'appelle et je lui dis Philippe, j'accepte votre proposition, j'accepte votre chèque. Et voilà, donc go, l'aventure commence comme ça. Et donc là, du coup, l'entreprise, c'est plus chez moi. Parce que là, j'avais un tout petit studio à Lyon de 22 mètres carrés, qui était le siège social de ma boîte. Et puis, un petit bureau que l'EM avait mis à disposition quand même, en étant étudiant entrepreneur incubé. Et là, j'ai les moyens de créer ma première agence, qui est à côté de chez vous d'ailleurs.
à Lyon, rue Saint-Georges. Donc là, je prends ma première agence, des bureaux, voilà, et j'embauche la première personne en disant c'est bon, c'est parti quoi, ça y est, je vais créer mon premier emploi. Et donc là, je vais pas chercher loin. Je prends un gars qui était en prépa avec moi, que j'adore, qui est encore là aujourd'hui, 20 ans après, qui m'a suivi dans toutes les boîtes que j'ai créées, toutes. Donc Fabien, qui est enfant de prof, passionné par la transmission. Et je l'appelle, je dis Fabien, j'ai monté ma boîte. Et donc lui, il était dans une autre école, à Grenoble École de Management. Et je dis Fabien, est-ce que tu veux me rejoindre dans l'aventure? Je crée mon premier job, premier emploi. Et il me dit avec plaisir, vraiment j'adore le projet, go quoi. Et donc là il rentre et puis l'aventure commence, voilà. Et donc c'était un moment assez déterminant parce que cette rencontre avec Phil a beaucoup changé les choses derrière en réalité, parce que c'est une confiance aveugle qui donne des ailes. Qui donne des ailes parce que déjà je me dis waouh, en fait il y a des personnes qui peuvent faire ça. Et moi je viens d'un milieu où vraiment voilà, je suis à ce moment-là je suis très endetté. Je me suis endetté parce que j'ai payé toutes mes études en m'endettant. J'ai jamais été aidé d'une quelconque façon. Ma mère gagnait 10 000 euros par an. Voilà, et du coup, 100 000 euros pour moi, c'était une somme incroyable. Et donc, je savais même pas... au début, j'étais dépassé par ce rapport à l'argent. Voilà, qui en plus, sans m'avoir pleinement réfléchi à comment l'utiliser pour servir la mission que je m'étais donnée à ce moment-là. Et à me dire comment je peux aussi en responsabilité faire en sorte que je fasse du mieux que je peux avec cet argent pour le transformer en valeur et pour la personne qui m'a fait confiance et pour la mission que je sers. Et donc voilà, c'est la petite graine. Et Philippe est toujours actionnaire dans l'entreprise aujourd'hui. C'est beau. C'est beau et il a toujours ses 15%. C'est ça. Et puis je suis hyper content que ça va beaucoup plus que les 100 000 euros qu'il a mis en fait, parce que cette confiance là, voilà, elle a fait des petits au niveau patrimonial pour lui et pour ses enfants. Et puis surtout, elle a fait des petits parce qu'on a pu servir la mission avec bientôt, je sais pas, 50 ou 60 millions de services vendus. Et du coup, je me dis, c'est beau avec une entreprise qui grandit. Et puis voilà, c'est super d'avoir eu ces 100 000 euros qui sont devenus, et derrière ces services, c'est plutôt tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a fait, qui a été déterminant. Et voilà, cette confiance-là, aveugle, voilà, je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je serai reconnaissant. Et parce que c'est un peu mon papa entrepreneurial indirectement. Avec l'embauche de Fabien, tu deviens entrepreneur et manager. Comment ça se passe? En fait, ça se passe bien, ça se passe très bien parce que là, il y a une grande congruence entre ce que je suis en train de faire, qui je suis. Je sens que je fais quelque chose qui me porte. Je me dis, waouh, je suis à ma place. J'apprends, je fais apprendre. Je trouve tellement de sens et de résonance à voir à quel point ça fait basculer aussi les signaux de reconnaissance qu'on nous envoie, etc. La seule difficulté que j'ai à ce moment-là, c'est d'arriver à me dire que je peux faire rentrer dans l'équation tout ce qui est important pour moi pour que la boîte soit rentable. Parce qu'en réalité, j'ai envie de me dire, ce marché-là, il faut que les profs, les formateurs qui donnent des cours, ils soient bien payés. Parce qu'en fait, parce que je suis exigeant avec eux et c'est des étudiants, c'est des jeunes profs. Et en fait, j'ai envie qu'ils soient bien payés, pour qu'ils soient bien formés, qu'on soit exigeant. Donc on prenait, moins de 1% des gens qu'on rencontrait et puis on investissait dans leur formation. Donc on mettait beaucoup de moyens. Je veux que mon service soit accessible. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit le plus bas possible en prix. Et je veux que les élèves se passent de moi très vite. Parce que je me dis, j'ai réussi le jour où ils n'ont plus besoin de cours. Je veux pas remplacer l'école. J'ai trop haute estime de ce qu'est l'école et de ce qu'elle apporte pour la remplacer. Je veux apporter une contribution particulière à un moment de vie qui peut être déterminant. Et donc là, dans l'équation, c'est particulier parce que perdre ses clients, faire en sorte de faire des prix les plus bas possibles, payer les formateurs le mieux possible, faire le plus possible pour les former le mieux possible. Toute le M se dit, mais il a pas compris en fait. Ouais, il a pas compris ses cours de business model et tout. Et pourtant, ça marche. C'est-à-dire que la première agence de Lyon fonctionne, qu'elle gagne de l'argent. Et là, il y a un autre tipping point qui fait changer qui change complètement le cours de la trajectoire de ma vie. C'est 2 rencontres. Une qui vient de tous ces étudiants qui étaient dans la rue dans les années 2006, 2007, 2008. Sur le CPE, je sais pas si ça vous parle. Le CNE même. C'était contrat première embauche. C'était pour les 2 ans de période d'essai. 2020, je crois, non? Pour les postes étudiants, tu vois, vraiment le truc où là, tout en gueule, c'est compliqué. Ouais. Et là,
le directeur du Figaro en France m'appelle. Et je m'attends pas du tout à recevoir un appel du Figaro qui avait appelé EM Lyon, qui EM Lyon avait donné mes coordonnées. Et j'ai un appel directeur du Figaro que je connais pas, je dis pas le Figaro, je sais pas en fait qui est ce monsieur. Et il me dit écoutez, on m'a donné vos coordonnées parce que vous avez une double particularité, c'est que vous êtes étudiant et vous êtes entrepreneur. Donc vous pourriez proposer ce contrat en tant que manager à quelqu'un en tant qu'entrepreneur à un étudiant, mais on aurait pu aussi vous le proposer à vous. Et donc quelle est votre position sur le sujet? Alors la particularité c'est quand même, je l'ai pas dit au début, mais j'ai quand même longtemps hésité à être prof ou à être ministre de l'Éducation nationale dans mon trajectoire, donc à faire de la politique, hein, vraiment. C'est quelque chose qui m'appelle fort. Et donc, depuis toujours et encore maintenant, je rédige des propositions, des contre-propositions, d'ailleurs que j'envoie maintenant à nos députés, voilà, pour proposer des choses. Et à ce moment-là, le hasard a fait que quand je voyais ces étudiants dans la rue gueuler, je m'étais dit, mais moi, si j'avais été à leur place, effectivement, ça m'aurait pas plu non plus. Et si j'avais été Premier ministre, j'aurais fait quoi? Et toujours avec cette proactivité de me dire, si ça dépendait de moi, je fais quoi? Et donc, j'avais rédigé une sorte d'alternative au CPE. Et donc, j'avais tout un papier en me disant, si j'étais, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été ministre du Travail ou Premier ministre? Et donc, je lui dis au directeur du Figaro, il dit, c'est marrant, vous pouvez pas me l'envoyer, votre papier? Je dis, ouais, donc je lui envoie. Et en fait, 1 heure après, il me dit, Nicolas, je vous donne une demi-page dans le Figaro. Je trouve ça hyper bien. Je change rien. Je vous le publie tel quel. Voilà, je vous donne une demi-page. Est-ce que c'est OK pour vous? Je me dis, si vous voulez, hein, c'est gratos. C'est une résonance, mais qui n'a rien à voir avec mon cœur de métier. Hein. C'est juste une prise de position. Une prise de position. Voilà, et j'ai une demi-page dans le Figaro. Le jour où Nicolas Sarkozy lance son programme au présidentiel, dans le Figaro. Donc le truc est hyper lu. Donc mon papier est hyper lu, j'ai plein de réactions. J'ai la gauche qui m'appelle, la droite qui m'appelle pour faire des conférences. Je vais des deux côtés, ils s'approprient le truc, ils se disent mais c'est plein de bon sens, c'est une super idée. Et donc je me mets à faire des conférences à droite, à gauche, voilà, avec une dimension assez neutre, parce que l'idée elle est juste de se dire comment on trouve le point d'équilibre dans ce système-là, etc. Et là dans la salle, il y a quelqu'un qui en parle. Parce qu'elle elle travaille dans un gros fonds d'investissement parisien, Family Office, qui appartient à l'héritière des Galeries Lafayette. Donc une dame qui a hérité de 2 milliards d'euros et qui a décidé, qui avait la moitié des Galeries Lafayette, donc c'est la famille fondatrice des Galeries Lafayette, et qui a décidé d'en faire un Family Office. Et donc un jour, quelqu'un m'appelle, me dit Nicolas, voilà, il y a Noël Meyer qui aimerait vous rencontrer et passer la journée avec vous. Donc j'aimerais vous envoyer un billet de train. Et donc déjà, je trouve ça très bizarre qu'on m'envoie un billet de train. Je ne connais pas Noël Meyer. Et donc je dis, pourquoi pas, mais je ne sais pas qui est Noël Meyer, en fait, qui est cette dame. Et je dis, écoutez, laissez-moi me renseigner. Et donc je me renseigne, je vois que c'est effectivement l'héritière des Galeries Lafayette. On me fait comprendre qu'elle est passionnée d'enseignement d'éducation, qu'elle a lu mon papier et qu'elle a beaucoup aimé la façon dont il était rédigé, ce qu'il y avait dedans. Et voilà, elle aimerait qu'on parle de ce que je fais, de mon cœur de métier, parce qu'elle c'est une ancienne orthophoniste, médecin, généraliste, et elle a la double casquette qui lui parle. L'éducation, ça lui parle. Donc on me dit, est-ce que vous êtes OK? Donc je passe la journée avec Noël Meyer. Et en fait, c'était une rencontre vraiment atypique. Vraiment un petit bout de femme où la discussion prend pas du tout la tournure que j'attends. À la fin de la journée, elle me dit, Nicolas, j'ai envie de vous aider. Je ne sais pas comment, j'ai envie de vous aider. Donc réfléchissez, regardez quelle direction ça peut prendre. Alors moi, j'ai jamais accepté dans ma vie que quelqu'un me donne quelque chose, donc j'ai un rapport à l'acceptation d'un don et du cadeau qui est particulier, qui est très très dur. Alors moi, je sais pas accepter un cadeau bien, j'apprends à le faire. Je sais mieux le faire maintenant qu'avant. Mais bon, à ce moment-là, donc je dis OK, vous pouvez m'aider. Et à ce moment de ma vie, je me dis que j'ai besoin d'aide parce que j'ai donné 30% du capital à quelqu'un qui a EM Lyon, parce que je savais pas comment l'embarquer dans l'aventure et il avait une compétence que je n'avais pas. Et en fait, je m'entends pas avec cette personne. Je me dis que la vision qu'il a de la boîte est pas la mienne. Sauf que pour le payer, parce que j'ai pas les moyens de le payer à ce moment-là, ou alors très peu, je lui ai donné 30%. Parce que j'ai pas compris à ce moment-là que le capital, c'était ma liberté. Ce capital, c'est pas un rapport à l'argent, parce que mon rapport à l'argent, je m'en foutais en fait. C'est le rapport au choix et à la liberté de ce que la boîte devenait. Et donc je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider à reprendre la main sur la trajectoire de l'entreprise? Et donc je négocie en parallèle avec cette personne pour essayer de racheter ses parts.
Et voilà, pour l'histoire, je rentrerai pas dans le détail de l'histoire parce que c'était quand même un moment un peu difficile, parce qu'il a su que c'était elle. Et quand il a su que c'était elle, la trajectoire a été un peu différente. Et donc ça a rendu les choses plus difficiles, parce que c'est toujours particulier d'avoir une mamie milliardaire passionnée d'éducation qui rentre. Et nous, on n'avait pas fait grand-chose ensemble, mais quand même, il a beaucoup apporté aussi avec ses compétences. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'appréciais beaucoup. Et là, ça a créé un point dur, parce que je sens qu'il y a des intérêts où il faut trouver l'équilibre du système. Je trouve une solution pour qu'on le fasse bien. Je m'endette beaucoup pour lui racheter ses parts. Donc j'accepte pas que Madame Meyer me donne de l'argent, mais elle me prête de l'argent. Et donc elle me prête l'argent qui me sert à racheter les parts de cette personne-là, et elle rentre dans le capital aussi, en me disant Nicolas, moi j'ai 15 personnes qui travaillent pour mon family office. Et en fait, une façon que je peux avoir de vous aider, c'est de les mettre à votre service pour vous aider dans votre trajectoire. Et donc à ce moment-là, elle me dit voilà, j'ai plein d'experts dans plein de domaines qui sont tous des anciens dirigeants des Galeries Lafayette et que j'ai recrutés pour créer mon family office, et ils peuvent vous aider. Et donc là, j'ai quand même un appui particulier dans ma vie, qui est d'avoir un family office qui structure énormément ma réflexion, de gens très très compétents, hyper humains, avec une sorte d'âme protectrice très riche, qui me dit j'adore ce que vous faites et j'ai envie de vous aider à avancer. Donc là, elle prend 10% du capital de l'entreprise, elle investit dans l'entreprise, et elle m'aide à racheter les parts de Guillaume avec ce prêt. Et donc là, dans le même temps, se passe quelque chose d'assez fort chez Adecco. Et donc Philippe aura été déterminant 2 fois. C'est que Adecco est dans une turbulence particulière due à quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, et le CEO monde de cette boîte se fait virer. Et il s'avère que le CEO monde de cette boîte, c'est un des plus jeunes PDG du monde d'une boîte aussi grosse. Et parmi le board qui décide de se séparer de Jérôme Caille, il y a Philippe. Et Philippe adore Jérôme. Sauf que la décision qui est prise, il la prend, il la prenne, etc. Et donc c'est très violent, un peu à l'américaine. C'est une boîte, où son siège est en Suisse. Jérôme a son carton, son chèque. Et il part avec une énorme violence. Il a passé toute sa vie dans cette boîte. Toute. C'est-à-dire qu'il était étudiant, il a fait son stage à Adecco, il a été directeur d'agence, il a été directeur de multi-agence, directeur départemental, régional, CEO France, CEO Monde, il a fait tous les postes. Et là, se faire virer d'une boîte qu'il a contribué à construire, c'est lui qui a construit Adecco en Espagne from scratch, c'est-à-dire que la boîte faisait rien, c'est 2 milliards 2 ans après. Il a construit Adecco from scratch en Italie. Vraiment, il a construit tout chez Adecco, il a mis toute sa vie chez Adecco. Et là, Philippe lui dit, tu sais, tu vas partir, mais il y a peut-être une personne que tu pourrais rencontrer, qui est à Lyon, c'est Nicolas. Et comme tu as des enfants, je suis sûr que ça va te parler. Et comme tu as de l'argent, je suis sûr que tu pourrais peut-être l'aider avec ton expertise et ton savoir-faire dans ce que tu as fait dans le service. Ça va te redonner du sens de rencontrer un entrepreneur, etc. Et donc là, j'ai un appel de Jérôme Caille que je ne connais pas. Et on passe une journée ensemble dans le Vieux-Lyon, juste à côté d'ici. Et en fait, ça se passe hyper bien. Et il me dit, Nicolas, vraiment, moi j'ai envie de t'aider. Voilà, t'as 25 ans, tu sais quoi, je vais t'aider à monter 25 agences. Et je me dis, mais en fait, et ce gars est tellement charismatique, il est tellement incroyable dans la relation que je me dis, mais waouh, en fait, il me fait confiance, je le connais pas. C'est une histoire que j'ai envie de rendre, j'ai envie d'aller plus loin dans l'histoire entrepreneuriale. Et je me dis, why not, quoi. Je termine mes études à Lyon. Et je me dis, peut-être que je vais écouter Jérôme. C'est le sens de l'histoire de rencontrer Madame Meyer et Jérôme en même temps. Et là, je me mets dans quelque chose qui est pas très réfléchi en soi, d'être dans une expansion extrêmement forte de la boîte. Donc on devient le 6e, le 5e, le 4e, le 3e acteur en France. Et ça me dépasse un peu en réalité. Le rapport à la croissance, le rapport à l'argent. J'ai du mal à me dire que il y a des points morts à atteindre, que ça va durer 2 ans, je vois la boîte perdre de l'argent, mais en fait, je me rends pas compte à ce moment-là que c'est normal, parce qu'on crée tellement d'agences en même temps que il faut attendre les 16 mois d'atteindre du point mort, mais j'ai pas bien compris mes cours de Lyon sur l'histoire du point mort. Est-ce que tu veux pas faire de marge? Non, mais surtout, j'en deviens malade. Physiquement malade. C'est-à-dire que je me dis, mais comment le rapport, je vois la boîte perdre de l'argent, et puis en plus, dans le même temps, notre tipping point particulier, c'est que à l'école, on me dit, il faut que tu fasses, parce que j'ai terminé mes études depuis longtemps, sauf un truc. Et il me dit, en fait, on peut pas cocher la case de l'international. Je me dis, merde, donc tu peux pas avoir ton diplôme. Je dis, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et il me dit, il faudrait que tu fasses un stage ou que tu ailles dans une boîte pour faire un stage. Je dis, je peux pas faire ça. Je suis entrepreneur, je suis CEO d'une boîte avec du monde. Voilà, à ce moment-là,
On a plusieurs équipes, plusieurs agences. Je dis, je peux pas faire ça. Il me dit, je sais pas, il faut que tu trouves une solution pour faire ton stage. Je dis, je vais aller en Espagne. Et puis là, une opportunité se présente, c'est que le fils du ministre du Travail espagnol, c'est un ancien d'Adecco, que Jérôme me présente. Il s'appelle Luis. Donc son papa est ministre du Travail. Donc c'est cool. Je me dis, et il me dit, écoute Nicolas, j'ai entendu parler de toi. Moi, j'ai toujours bossé chez Adecco. Et en fait, j'aimerais créer le leader de ce secteur en Espagne, où il y a très peu d'acteurs. Donc aujourd'hui, et ce que je te propose, c'est que on peut s'associer, où toi, tu as le savoir-faire. Tu mets un peu d'argent. Moi, je mets beaucoup d'argent en mettant notre savoir-faire. On rachète le numéro 2 et on est numéro 1 en Espagne. Vamos. Et là, ma grand-mère est espagnole. Donc en fait, le truc résonne. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun de mes grands-parents qui est né en France. J'ai une grand-mère née en Espagne. Ça résonne, l'Espagne. Ça te parle, quoi. Et je réfléchis pas trop. Je dis, go, quoi. Allez, on y va. Et là, on y va, 2007-2008. Alors peut-être que vous, ça vous parle moins, parce que vous êtes bien plus jeune que moi. Mais en fait, à ce moment-là, t'es sympa. Ouais. 2007. C'est clair. T'as dit 42? Ouais. Vous J'ai avez 43 ans le la même semaine âge. dernière. Hein. Ah ouais, après, je pensais que t'avais bien moins. C'est la crème lifting qui marche bien. Et donc voilà, et à ce moment-là, on rachète le numéro 2 en Espagne. Sauf que au moment où on rachète le numéro 2, on avait déjà des agences, parce qu'en fait, on a commencé par créer des agences. Donc, je crée une agence à Barcelone, à Madrid, à Séville, à Bilbao. Voilà, on crée un réseau. On se dit, on va faire un réseau européen. Donc, les 25 agences dont on va parler Jérôme, j'y vais, quoi. De façon volontariste, j'essaie aussi, je sais pas, je me suis mis dans une relation avec Philippe et Jérôme particulière. C'est-à-dire que je me dis, je veux pas les décevoir, je veux y aller à fond. J'aime mon métier, je veux le faire résonner, j'y vais. Et donc, on rachète Talenta, numéro 2 du marché. Et là, 2008, c'est la crise financière. Ouais. Et donc, ce marché-là, qui est un marché très réglementé, s'effondre. Quand je dis s'effondre, il s'effondre de 80%. L'année qui suit la crise financière. Pourquoi ? Parce que c'est un marché réglementé qui repasse dans un marché non réglementé. C'est qu'en fait, c'est un marché où, en gros, il y a des subventions, etc. Mais en fait, les gens, quand il y a moins d'argent, ils donnent c'est de main à la main, on prend l'étudiant du coin. Mais on va pas passer par une entreprise pour organiser cet accompagnement-là, de ce type-là, etc. Et là, vraiment, le marché s'effondre complètement. Et donc, je vis ma première crise, on va dire, économique. Alors, en France, on a la chance d'avoir un peu plus de solidité, parce que la boîte est plus solide et que la France est moins touchée. L'Espagne est hyper touchée, qui est un pays plus fragile. Là, c'est dur. Parce que je me dis, waouh, on est en train de... Donc, tous les acteurs concurrents disparaissent. Tous. On est tout seul. Et on se dit, on fait quoi là-dedans ? Et donc là, se passe un moment un peu spécifique où... Bon, déjà, ça me rend pas très bien. Parce que je me dis, purée, j'aurais pu faire une étude de marché. Quand même, essayer de voir, sentir un peu le truc. J'ai mon mauvais feeling, quoi, de première expérience internationale. Bon, j'ai mon diplôme même. C'est déjà ça. C'est déjà ça, tout mais ça coûte cher le diplôme. Ça. Je me dis, je vais pas payer 1 million d'euros pour avoir mon diplôme à 1 million. Mais quand même, c'est dur. C'est-à-dire qu'à l'âge, j'ai une maladie, c'est dur, et je me dis, waouh, comment je me sors de ce truc par le haut ? Comment je protège la boîte en France avec cette expédition en Espagne ? Pour la première fois de ma vie, je dois faire un plan social en Espagne, parce qu'en fait, on a 2 agences à Madrid, on a 2 agences à Bilbao, on a 2 agences à Barcelone. En fait, parce qu'on avait créé des agences, on a racheté un acteur et on s'est dit, bon, c'est bon, il y a le marché parce qu'on pourrait créer plusieurs agences dans ces villes, sauf qu'avec le marché qui s'effondre, on peut plus. Et donc, pour la première fois de ma vie, je dois aller rencontrer des personnes pour dire, on peut pas l'équilibre, il est plus là, on n'y arrive pas, et on va juste garder une agence par ville, en fait. Parce qu'on peut pas faire autrement, en fait, on sait pas, on n'a pas les moyens d'eux. Et donc, c'est hyper dur de le faire. Déjà, c'est hyper dur de faire ça. Moi, je suis jeune, en entrepreneuriat, j'ai pas signé pour ça, et pourtant, il faut que je le fasse, parce que ma responsabilité, c'est d'assurer la pérennité de la boîte, en fait, et de faire le mieux possible dans la relation humaine avec toutes les personnes que je rencontre. Donc, très dur, en espagnol. Donc, Allô, mamie. Allô, mamie. Mais bon, je fais ce que j'ai à faire en responsabilité. C'est que je me mets dans une trajectoire de compréhension du système, des personnes, de faire ce move-là. À ce moment-là, Jérôme est en plein divorce. Et donc, il est beaucoup à la maison. Donc, voilà, moi, j'ai mon premier enfant qui arrive. Et Jérôme me dit, tu sais, Nicolas, moi, je sais pas trop t'aider en B2C. Mais je peux t'aider en B2B. C'est-à-dire qu'en B2B, je suis hyper fort. En B2C, je sais pas. Et donc, moi, je fais pas de B2B à ce moment-là. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vendu à une entreprise. Et il me dit, tu sais ce que tu fais, ça a une valeur de fou pour les entreprises. En fait, tu t'en rends pas compte. Mais ça a énormément de valeur. Et quand il me dit, tu t'en rends pas compte,
c'est pas tout à fait vrai parce que la façon qu'on a eu de nous faire connaître chez Methodia, on faisait pas de pub. En fait, on allait dans les entreprises pour gratuitement former les parents et aider leurs enfants. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, aider un enfant sur le plan scolaire, c'est un système. Il y a ce qu'il fait à l'école, il y a qui il est lui, il y a la relation qu'il a avec ses parents et son écosystème direct, et il y a comment nous on l'aide. Et donc c'est un système à 4. Et donc pour que le système à 4 marche, il faut qu'on donne aux parents des clés pour apprendre à développer des compétences pédagogiques, méthodologiques, prendre de la hauteur, poser les bonnes questions à son enfant, l'aider à gagner en confiance dans sa relation à l'école et à soi. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai qu'on va dans les entreprises qui nous donnent de l'exposition, parce que les entreprises disent, c'est super, en fait, ce que vous faites, c'est utile, venez, on vient entre midi et 2, le soir, etc. Donc on va chez Danone, chez Vivendi, chez Bouygues, voilà, dans plein de grands groupes, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on fait ça. Et on a vu quand même la résonance, parce qu'il y a des boîtes, des CE qui nous sont même prêts à nous payer pour faire ça. Donc on se dit, tiens, c'est cool, on est prêt. Et puis en plus, l'idée derrière, c'est que ça développe de l'autonomie dans plein de cas. Et il y a parfois des parents qui se sentent pas, à ce moment-là, en mesure de le faire, ils nous appellent, et en fait, ils nous appellent pas parce qu'ils ont vu une pub, ils nous appellent parce qu'ils ont compris que ce qu'on apportait comme type de valeur, c'était en résonance avec ce qu'ils avaient envie qu'on fasse avec leur enfant, et donc ça leur parlait. Donc c'est vrai que la boîte grandit avec ça, avec une sorte de bouche à oreille, cœur de métier. À ce moment-là, il y a quand même un petit tiraillement aussi personnel, que la boîte grossit, et je vois bien que j'aide pas tous les enfants. Je vois bien que j'aide pas tous les enfants, et j'aide pas les enfants qui me ressemblaient quand j'étais enfant. Je vois bien que j'aide pas les enfants qui étaient autour de moi quand j'étais enfant. Et je vois bien que j'aide un enfant, et indépendamment de ses parents et de ce qu'ils ont, j'aide quand même un enfant à trouver des solutions pour lui qui lui parlent, mais j'aide pas tous les enfants. Donc là, je me mets à aider des associations, à aider Sport dans la ville, on crée l'apprentibus dans les banlieues, à essayer de faire des choses qui ont du sens, mais en dehors de l'entreprise. Et j'essaie de travailler une sorte de compensation où je sens qu'il y a une question profonde qui se passe, qui est plus moi. Et donc ça, c'est très très dur. Et en même temps, Jérôme me dit, le B2B, c'est vachement bien. Je lui dis, écoute, peut-être, mais je sais pas faire. Il me dit, tu sais quoi? Prends une date, prends une journée, et on fait 5 rendez-vous ensemble. Donc choisis ton jour et on va faire les 5 rendez-vous ensemble. Moi, B2B, je sais faire. J'ai fait que ça dans ma vie. Toute ma vie, j'ai fait ça. Je suis parti de 0, j'ai fait 2 milliards chez Adecco en Espagne, j'ai fait 1 milliard en Italie. Je sais faire ça. Vas-y, prends des rendez-vous avec des DRH et on va les voir ensemble. Et donc, je fais ça. Donc, je dis, ok, je prends le beau temps de l'EM Lyon, j'appelle ces DRH qui sont issus de l'EM Lyon. Je dis, voilà, est-ce qu'on peut se voir? Ils me disent oui. Je prends mes 5 rendez-vous dans la journée, puis c'est parti. On prend le train avec Jérôme et on passe la journée à Paris. Et on fait le premier rendez-vous. Et en fait, le premier rendez-vous avec une banque, une grande banque en Suisse. Le siège est à Paris. Et la responsable formation et le DRH qui nous reçoivent disent ah ouais, c'est vachement bien et tout, ça coûte combien? Et moi, mon référentiel à l'argent, c'est mes heures à 32 € de l'heure en cours particulier, avec mes marges à 10%. Enfin, c'est ça mon référentiel. Et donc, je dis, ça coûte 400 € la journée, je peux vous apporter ça. Et en fait, je sens un petit rictus chez la personne en face et elle me dit, super. Et en fait, on sort du rendez-vous et Jérôme, il me dit, mais en fait, c'est pas possible. Je crois que t'as pas compris, le B2B, c'est pas ça, en fait. Le prochain rendez-vous, tu dis que c'est 10 000 € la journée. Et moi, 10 000 €, c'est ce que ma mère, elle gagne sur 1 an. Donc, je sais pas gérer ça. Le moment où il me dit ça, je me souviendrai toute ma vie de où j'étais. C'est-à-dire que moi, je me souviens des moments, typiquement, je suis où je suis. En fait, c'est marrant, mais je sais où j'étais quand il me dit ça, et je prends une claque, et je me dis, mais je peux pas dire ça. Je peux pas, en fait, une journée de mon temps, de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, ça vaut pas 10 000 €. C'est pas possible. C'est ce que ma mère gagne en 1 an. Donc, mon rapport là, à la valeur et à l'argent, au prix, etc., en fait, c'est trop dur. Donc, je sais pas prendre ce truc-là, sauf qu'on a un autre rendez-vous, on va chez Carrefour. Et donc, on va chez Carrefour, et on arrive, et là, le DRH de Carrefour nous reçoit avec 2 personnes. Et donc, le gars ouais, et puis à fond dans le truc. C'est-à-dire qu'il me dit vraiment, j'adore ce que vous faites, je trouve ça hyper puissant, nous, on en aurait besoin pour ça, voilà, j'aimerais bien que vous interveniez auprès de tel public, parce que je pense que vraiment développer les compétences d'apprendre à apprendre chez nos managers, dans toutes les équipes learning, avec une approche internationale beaucoup plus ouverte, voilà, qui casse les codes de l'apprentissage et de la transmission, voilà, ça fait sens avec ce qu'on est en train de faire dans le déploiement de nouveaux modèles. Voilà, venez nous inspirer. Voilà, je vous achète 2 jours, ça coûte combien, quoi? C'est combien la journée? Là, tu dis timidement 450. Alors, progresser. Tu sais quoi, Romain, je dis 5000. Déjà, il y a un effort énorme. Je vais décevoir Jérôme. Et je dis 5000 la journée. Et en fait, il me dit, allez, go. Je vous achète 2 jours. Et je me dis, mais merde, en fait, tout ce qu'on a fait dans ma vie, pour gagner 5000 € en cours particulier, avec le job que je faisais avant, il fallait des dizaines et des dizaines d'élèves.
mais même c'est des centaines et des centaines d'heures. Enfin vraiment c'est un nombre de personnes qui travaillent, c'est un temps. Tu sais, là en 2 jours, je me dis on va faire ce qu'on fait en 3 mois ou en 4 mois avec toute une équipe. Ça, je me dis en fait c'est quoi ce monde différent que je ne connais pas. Et vraiment, ça a été déterminant dans le rapport que j'ai eu au B2B. Je me suis dit, peut-être qu'on a fait quelque chose qui a une valeur perçue qui peut être très forte. Et donc, je fais cette première expérience de formation avec... Alors, ils font le choix. Alors, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont payé à ce prix-là, mais ils prennent tous les directeurs formation du monde entier chez Carrefour, ils les réunissent. Et donc, ils leur offrent un moment avec nous. C'était leur cadeau, de dire, voilà, on va vous inspirer de façon différente. Donc, je dois faire un truc en anglais pour former 32 personnes qui viennent du monde entier pour inventer la formation chez Carrefour et le développement des compétences. Et dans cette salle, il y a une personne qui, et à ce moment-là, je ne sais pas, va partir chez Carrefour et qui va devenir directrice de la formation d'un grand groupe et qui va du coup être formée, mais qui va être hyper impactée par ce qui se passe à ce moment-là. Vraiment, il y a plein de gens d'ailleurs, je suis resté en relation avec plein de personnes qui étaient dans ces 32 personnes. C'est très drôle parce que ma relation avec elle reste encore maintenant. C'est devenu des personnes qui ont pris les responsabilités, qui sont devenues des clients par ailleurs, qui ont dit ce moment-là dans ma vie, ça a été un moment hyper fort. Et du coup, ça a créé une connexion par le fond, par ce qu'on a apporté. Et voilà, et puis cette personne qui s'appelle Véronique Vagne, elle est devenue directrice de la formation d'un grand groupe qui s'appelle Steph TFE, qui est le leader européen des transports frigorifiques. Et un jour, elle m'appelle, elle m'a dit, Nicolas, en fait, j'étais dans cette salle. On se connaît pas, tu te souviens peut-être pas de moi, mais moi, je me souviens de toi. Et en fait, ça a été tellement déterminant que j'aimerais que tu m'aides à relever un défi dans ce groupe. Je viens de prendre la direction de ce groupe-là. C'est qu'on a 15% des salariés en situation d'illettrisme. Et du coup, est-ce que tu peux m'aider ? Parce qu'en fait, je sens que ça fait écho avec le cœur de ce que tu nous as donné dans cette journée, mais tout ton métier sur apprendre à apprendre. Est-ce que tu saurais apprendre à lire, écrire, compter à des adultes pour les aider ? Parce que c'est en fait un projet du DRH qui va partir à la retraite dans 3 ans, 4 ans. Et il a envie de laisser dans cette boîte. Donc c'est un DRH très connu, qui était DRH de très grands groupes avant. Et en fait, il s'est donné comme mission, ce DRH, il s'appelle Gérard Groff. Donc s'il nous écoute vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel humainement qui a dit, moi je veux partir de cette boîte en ayant laissé une trace particulière qui est de former tous les salariés en situation d'illettrisme pour leur redonner le pouvoir sur leur vie, de choisir ce qu'ils ont envie de faire et de se développer. Et je trouve le défi incroyable. Et donc là, je relève le défi à ce moment-là de mettre 4 ans, 5 ans de ma vie au service de la lutte contre l'illettrisme et de l'apprentissage pour les adultes. Voilà, jusqu'en 2015. Et puis après, l'histoire veut que il s'est passé des choses clés qui ont fait que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Voilà, 2015 a été une année hyper charnière. Et juste avant que tu nous racontes 2015, quel est le regard de ta maman sur ce que tu fais ? Déjà un changement du regard sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, elle change de métier elle-même. Ça l'a fait changer de métier elle-même. Elle se pose la question de la transmission dans son métier. Donc elle a aussi le même move au fur et à mesure. Je pense que la relation hyper forte qu'on a avec une très grande proximité d'âge fait que en fait on a une trajectoire avec beaucoup d'amour. À ce moment-là, je redeviens plus proche de mon papa que j'ai très peu vu avant, moins vu en tout cas. Voilà, et donc je vois que mes parents, qui avaient beaucoup de stéréotypes quand même sur le monde de l'entreprise, changent de regard, sont hyper fiers aussi de ce que ça devient, de ce que ça fait, de ce que je fais, de ce que j'apporte, aussi parce que moi j'ai grandi dans un environnement où j'avais aussi des grands-parents qui avaient des difficultés dans l'apprentissage du français, et voilà, ils viennent du Maroc avec l'apprentissage d'une autre langue, avec un rapport à l'école qui n'était pas le même, une famille avec beaucoup d'enfants, et des tout petits espaces, avec pas beaucoup de moyens. Genre, on a fait tout le monde a travaillé très tôt, très jeune, et voilà. Et puis moi j'ai grandi parce que ma mère travaillait dans la distribution longtemps, et du coup je la voyais tard le soir, donc j'étais tout le temps chez mes grands-parents qui m'ont un peu élevé, et je vois aussi leur regard changer sur ça, parce que à ce moment-là ça devient aussi concret et palpable, et plus encore que l'accompagnement pour les enfants qui parlaient, mais où je pense que dans ma famille, il y a toujours eu quelque chose qui m'a beaucoup appelé, tellement fort que j'en suis devenu malade en 2015 de me dire que je pouvais plus continuer à faire du B2C de façon marchande comme ça. Mais je sentais que dans le regard de mes parents, quand même, et de ma famille, avoir développé une entreprise dans l'éducation marchande, c'était difficile. De mes beaux-parents encore plus. Et voilà, mais quand même, le move sur la lutte contre l'illettrisme a beaucoup résonné. Mais même aussi chez moi. Même chez moi, je me suis levé le matin. Enfin, je pense que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi fort en sens et en impact dans la trajectoire de vie d'avoir formé 10% des collaborateurs de ce groupe-là pour leur apprendre à lire, écrire, compter. Parce que c'est des gens, en fait, qui
subissaient la vie professionnelle dans laquelle ils s'étaient mis et la vie personnelle dans laquelle ils étaient. Parce qu'en fait, quand on travaille de minuit à 8h à moins 20, en fait, on subit parfois cette situation parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on se voit pas faire autre chose. Et quand j'ai des enfants que je peux pas les aider à l'école, quand je peux pas changer de métier parce que je sais pas rédiger ou lire un document ou compter, en fait, c'est un niveau de handicap qui est tel que je reste dans ma boîte parce que je ne peux pas faire autre chose autrement. Des gens qui vieillissaient parfois plus vite parce que les conditions de travail sont hyper dures, hyper dures. C'est le transport chirurgique et l'entrepôt, c'est une boîte magnifique, mais c'est dur. Et le fait de donner les leviers pour changer de vie, c'était magique. Je pense que c'était de tout ce que j'ai fait encore maintenant. Peut-être que s'il y a quelque chose à garder de plus puissant et le plus, ce qui a résonné le plus, et encore maintenant, c'est ça. C'est ce moment-là, c'est cette énergie d'aller moi-même sur le terrain, rencontrer ces personnes, les voir témoigner de ce que ça a changé pour elles, en fait. De les voir pleurer de ce que ça a changé pour elles, de les voir me dire, mais en fait, maintenant, je peux aider ma fille à l'école. Je peux l'aider à faire ses devoirs. En fait, je comprends ce qu'elle fait. C'est-à-dire que le regard que ma fille porte sur moi a changé. En fait, c'est tellement fort comme moment que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu fais quelque chose qui fait ça, bah, tu sais pourquoi tu le fais. Tu dis, voilà, je peux mourir demain, j'ai fait ce truc-là, en fait. Tu vois, j'ai apporté une petite graine qui a fait que, bah voilà, si je dois laisser quelque chose dans tout ce que j'aurais mis comme énergie, j'aurais fait ça. Et donc là, je prends conscience aussi de l'importance d'entreprendre en ayant le sentiment d'avoir fait ça. D'avoir, tu vois, de générer ça chez les autres et chez soi. Et là, je me dis, mais waouh, dans cette activité marchande de faire du B2C avec Methodia, il y a un truc. Beaucoup d'éléments de ce métier font ça, génèrent ça, sauf un truc. Et là, petit à petit, je me dis, mais en fait, c'est plus moi. Et je me sens bloqué parce que à ce moment-là, je me sens piégé d'avoir des actionnaires, des réseaux d'agences. C'est une machine, en fait. Tu dis, mais comment tu fais dans un monde capitaliste ? C'est quoi la solution pour pas trahir les engagements que j'ai pris avec tous ceux qui m'ont fait confiance, pour pas stopper une croissance très forte avec une valeur de cette entreprise qui a grandi. Ces personnes sont venues pour l'équilibre que j'ai mis. Moi, je ne veux plus faire ça. Je fais quoi vis-à-vis des équipes qui, elles, sont passionnées par ça, qui se posent pas les questions que moi, je me pose d'un point de vue éthique. Je me dis, mais est-ce que moi, j'ai le droit, c'est quoi le point d'équilibre là-dedans, d'arrêter tout et de dire, bah, j'arrête, je fais plus ça, parce que je peux plus. Je dis, je peux pas faire ça. En revanche, ce que je me dis, c'est, en fait, Jérôme, il m'a transmis un truc, c'est le B2B. Je me dis, je vais transformer la boîte. Et je vais vendre ou donner ce que je ne sais pas et ce que je ne veux plus prendre. Et donc là, je pars aux États-Unis à ce moment-là parce que on a commencé à mettre en place des petites innovations qui appellent des boîtes internationales qui se disent waouh, il se passe un truc, parce qu'on commence à innover, y compris avec du digital dans l'apprentissage. On a fait un petit POC à ce moment-là qui a bien marché, qui a résonné en fait sur la notion de personnalisation de l'apprentissage en masse, en partant vraiment du principe de Methodia que tout le monde était différent et que l'individualisation de l'apprentissage était clé. Et je me suis dit, mais en fait, quand on apprend en ligne sur des écrans, etc., il n'y a aucune adaptation. En fait, on est tous dans un tunnel où tout le monde fait la même chose. Et donc là, je me suis dit, en fait, il faut qu'on capte cette interaction pour essayer d'aider la personne comme elle a besoin d'être aidée. Et donc, je me mets à fantasmer un produit technologique, de me dire, en fait, si je capte cette information et que je mets de l'intelligence pédagogique, je peux peut-être adapter et aider la personne en temps réel, y compris et de façon asynchrone. Et voilà. Donc là, on lance un MVP, le MVP marche. On est appelé par 2 fonds américains qui nous disent, tiens, ça nous intéresse. Je vais les voir. Je fais les rendez-vous, je me dis mais je vais à San Francisco, je dis mais c'est pas moi, c'est pas possible. Je sors de là, je dis mais non, mais en fait c'est pas mon histoire, c'est pas ma vie, je veux pas faire ça, je veux pas travailler avec ces gens. En fait, je veux pas faire ça. Et là vraiment c'est déterminant parce que c'est ce moment-là un peu suspendu. Je reviens à Lyon et dans l'avion, je me dis il faut que je change de vie, il faut que je fasse un move fort. D'aller vers quelque chose qui me parle profondément. Il faut que je me sorte de cette situation par le haut avec Methodia. De cette situation de réussite, il faut vraiment que j'en sorte. En tout cas, c'est pas moi. Et en même temps, j'ai des personnes qui comptent sur moi. Donc je fais quoi avec ça ? Et donc là, j'avoue que ce trajet long qui me ramène de San Francisco à Paris à ce moment-là, parce que le vol fait ça, il est déterminant, parce que dans ce vol, je prends une connexion internet pour chercher des noms, pour inventer le truc. Je commence à poser sur papier, j'écris à quoi pourrait ressembler la boîte demain. Je mets 2 colonnes avec ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux plus. J'essaie de trouver les solutions pour sortir par le haut de la situation dans laquelle on est. Et en fait, à la fin, j'atterris et je me dis, ok, je crois que j'ai l'histoire. Et donc je laisse passer quelques jours, quelques semaines. Et donc les noms de VeryUp et TeachUp ont été inventés dans
Alors peut-être parce que j'étais très très haut à ce moment-là et que ça a résonné très fort. J'ai quand même une trentaine de noms, si je suis honnête, à ce moment-là, possible. Et j'essaie de raconter l'histoire avec la technologie et le service, donc qui est devenu ce qu'est la boîte aujourd'hui. Bon, après, je expliquerai comment on en est là, mais et quand même, je me dis, je vais faire un truc simple, c'est que je vais donner et vendre ce qui existe. Et voilà. Je vais l'annoncer aux équipes 3 ans avant de le faire. Je veux pas parce qu'en fait, on a quand même une boîte à ce moment-là où on fait beaucoup de B2C. On a recruté des personnes qui savaient bien faire du B2C. Il y a très peu de B2B. Il y en a un peu, mais c'est pas l'essentiel de la boîte. Il y a la lutte contre l'illettrisme, la formation à apprendre pour les adultes. C'est assez catalogue. On est quand même très, très, très financé par un système un peu subventionné, européen, français, etc. Et là, je me dis, en fait, je veux être libre. Ma liberté, elle doit pas dépendre du ministre du Travail, elle doit pas dépendre du président de la République, elle doit pas dépendre... En fait, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui dépend pas des subventions. J'ai envie que les gens qui m'achètent, ils m'achètent parce qu'ils achètent notre service parce que ça leur apporte une valeur qu'ils voient immédiatement. Même si à ce moment-là, je vois quand même la valeur en B2B qui est très forte. Et je me dis, qu'est-ce que je mets dans l'équation pour faire quelque chose qui dépend que de nous? Donc je dis à l'équipe, écoutez, on va faire une mise au vert. Alors ils sont très surpris à ce moment-là. On va à Barcelone. Je loue les points les plus hauts de Barcelone. Alors pourquoi à Barcelone et pourquoi les points les plus hauts? Déjà les points les plus hauts parce que j'ai négocié le rachat des marques Veryup et Teachup qui étaient déjà prises. Et je me dis, ça fait sens, Teachup, je vais donner le nom à la tech qui fait ça, et Veryup, voilà, la démarche d'élever l'individu, d'aller l'emmener le plus haut possible, et pour chacun c'est différent, mais vraiment d'élever une organisation, de faire faire le maximum qu'on peut. Et donc je rachète ces marques, en plus de façon complètement pas rationnelle, parce que j'aurais pu prendre une autre marque libre, et en fait là je paye assez cher en plus le fait de racheter ces marques. Aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelait Teachup, et le gars racontait des histoires aux entreprises pour aider les gens à apprendre par le storytelling. Et donc c'est le nom de sa boîte, et donc je l'appelle et je dis, mais j'ai envie de racheter votre boîte, il faut absolument que je l'appelle comme ça. Et donc il est touché par l'histoire. Il me dit, d'accord, allez, c'est bon, je vous lâche pour $10,000, je vous la vends, quoi. Et le mec change de nom de boîte pour me vendre son nom de boîte. Donc c'est quand même assez drôle. Et donc là, je rachète les 2 marques, je réunis toutes les équipes à Barcelone, je loue les points les plus hauts, dans la nature et dans des points de location. Et personne ne sait pourquoi je les ai réunis là-bas. On n'est pas très nombreux à l'époque, mais quand même, toutes les agences françaises. Et je leur dis, voilà, on va changer de vie professionnelle. Donc j'accompagne très mal le changement parce que je suis hyper cash. Et je dis, dans 3 ans, on va vendre la partie B2C. Donc je lui raconte l'histoire. Et je lui dis, voilà ce qu'on va faire. Et on va plus avoir de catalogue de formation. On va plus avoir de choses sur étagère. On va plus faire ça. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fera plus. C'est-à-dire qu'on va soit le donner, soit le vendre. Et donc tous ceux qui sont là dans cette salle, je vais vous accompagner et je vais vous former et on va travailler ensemble. On va construire ensemble l'histoire de cette boîte-là. Vous allez apprendre par vous-même un métier qu'on va apprendre ensemble. Voilà, moi je ne le connais pas bien, mais j'ai une vision qui est celle-là. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Donc là, c'est pas évident comme moment. Il y a une énorme traction pour certains. D'autres, ça leur fait hyper peur. Ils disent, mais il est cinglé, Nicolas, de faire ça. C'est quoi ce move? Et en même temps, ils me font confiance. Donc voilà, l'histoire à ce moment-là est un peu prend une trajectoire complètement différente puisque on projette le fait de vendre la boîte, on se met dans une optique de développer complètement une offre sans aucun catalogue. Et en fait, je me dis à ce moment-là, l'avenir de ce marché, c'est pas de créer des formations A, B, C sur des sujets. C'est de prendre les projets qui comptent et qui nous parlent et qui parlent de nos clients. C'est de prendre des boîtes qui aujourd'hui ont des projets stratégiques qui ont beaucoup d'impact pour elles. Et sur ces projets-là, en fait, il y a un enjeu très fort à faire réussir les gens qui sont sur ces projets. Parce qu'en fait, faire réussir un projet, c'est faire réussir les personnes qui travaillent sur le projet. C'est développer les compétences des personnes qui, parfois, pour certaines, sont assez loin et d'autres sont bien là. Et en fait, c'est comment je fais réussir tout le monde par le développement des compétences sur les projets. Et donc, c'est le change by learning. C'est le fait de changer, d'accompagner ce changement par l'apprentissage. Donc, je pars pas de formations qu'on a envie de développer ou thématiques. Je pars de ce qu'il y a de plus précieux dans une organisation, qui est le projet stratégique transformateur qui va faire que la boîte va survivre, va être pérenne, va marcher. Et que les personnes qui travaillent dans cette entreprise vont être épanouies. Et sur ces projets-là, en fait, on va aller chercher la brick learning en y apportant le maximum de force et d'innovation dans tout ce qu'on a appris, dans toutes les années entrepreneuriales qu'on a développées. Et en fait, on va faire ça. Et pourquoi on va faire ça? Parce que, c'est pas subventionné, mais on s'en fout. Toutes les entreprises dans le monde ont des projets de transformation. Donc, en fait, il n'y a aucune entreprise qu'on va rencontrer où on n'aura pas ce potentiel
d'aider l'entreprise à se transformer par le développement des compétences. Donc en fait, on s'en fiche du cycle économique, on s'en fiche de qui est président de la République, on s'en fiche du pays dans lequel on ira. En fait, on aura toujours la possibilité d'exercer ce qui nous passionne sur des projets qui comptent. Et on pourra même choisir potentiellement le type d'entreprise avec qui on va travailler et comment on veut le faire. Donc génial. Et là, tout de suite, ça marche. Tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, la boîte n'a jamais été aussi rentable, n'a jamais aussi bien marché. Une traction hyper forte. Tout de suite, la transformation, elle est immédiate sur le business model. Tout de suite, ça devient une success story avec un équilibre très fort, avec du sens, etc. Ça nous permet d'autofinancer la partie digitale, parce que normalement, on se finance avec des levées, des machins. Moi, je fais pas une seule levée. C'est-à-dire que tout ce que je gagne, je le mets dans le partage de la valeur avec les équipes pour qu'elles grandissent avec la boîte. Donc les salaires ont été multipliés par 2,5 entre le moment où on se parle là et maintenant, peut-être même 3 en moyenne, je pense. Donc c'est déterminant parce que ça a complètement changé la vie de tous ceux qui y travaillent. Et on a pu autofinancer le développement des technologies du groupe qui ont transformé tout le reste de ce qu'est devenu l'entreprise et qui lui donne sa traction aujourd'hui sans faire quasiment aucune levée. C'est-à-dire que plus de 85% de ce qu'on a financé, les 5 millions qu'on a mis par exemple Teachup ont été autofinancés à 85%, ce qui est hyper important. Donc ça nous a laissé un niveau de liberté très fort. Et tes actionnaires suivent, ceux qui avaient investi, suivent ce pivot? En fait, à ce moment-là, ils comprennent qu'il y a une force entrepreneuriale qui est déterminante. Ils voient bien aussi qu'on a créé de la valeur en grandissant, en avançant. Ils voient que ça me parle tellement, je les vois un par un en fait. Je les vois un par un et en fait, je leur dis ce que je vous dis là avec mes mots à moi de l'époque. Et je vais fort dans la démarche d'être dans l'authenticité la plus forte possible. Et en leur disant que j'ai une croyance très forte qu'on va y arriver par un autre chemin et qu'on va pas perdre de la valeur parce que cet engagement et cette passion, on peut la créer différemment. Et au moment où on vend Methodia, parce qu'on finit par vendre donc, au numéro 2 du marché français, l'argent de cette vente fait que je transforme l'entreprise en une maison de l'apprentissage, on l'appelle House of Learning, qui détient 100% de toutes les sociétés FI qui sont en dessous, et qui nous permet d'avoir un véhicule dans lequel je fais rentrer 61 collaborateurs au capital, dans lequel je raconte une histoire capitalistique qui est complètement différente de l'histoire dans laquelle on était, dans laquelle je me dis je vais partager la valeur qu'on crée avec ceux qui la créent, en intérieur et en extérieur, et voilà, on invente une autre histoire de ce groupe à ce moment-là, qu'on assume pleinement. Donc à ce moment-là, j'ai plus de B2C. Voilà, la boîte grandit, grossit jusqu'au Covid, qui est un point un peu déterminant, mais en fait le point déterminant c'était même avant le Covid, mais voilà, jusque-là ça a été un peu le moment un peu charnière de transformer une entreprise B2C en un fonds d'investissement. Et à partir de tes tripes, en fait, de ton cœur, de ce que tu ressentais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient continué la trajectoire, tu vois, c'est... En fait, j'ai eu des manifestations physiques, tu vois, Lucie, du fait que c'était pas OK pour moi. Okay. J'ai eu des niveaux de stress tellement forts que j'avais des marques dans le dos, des stigmates physiques de stress. Et alors que la boîte allait bien. Et en fait, je me suis dit, mais je peux pas ne pas écouter ce qui est en train de m'arriver physiquement. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai la chance de rencontrer j'ai pris une aide externe. J'arrivais pas. Donc j'ai pris une aide externe. J'ai cherché une coach pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, je vais me faire aider. Qu'est-ce que je peux faire là? Je me voyais pas aller voir un psy. Je me suis dit, tiens, le coaching me parlait sur les formations managériales qu'on avait, etc. Je suis allé voir une coach et vraiment, ça a eu un effet très, très, très puissant sur moi. C'est-à-dire qu'elle m'a posé des questions que jamais je me serais posées. Et du coup, ça a changé la façon dont j'ai pris le système dans lequel j'étais. Elle m'a fait comprendre. En plus, elle est spécialiste. Elle s'appelle Karine Aubry. Elle a un blog d'ailleurs hyper intéressant qui s'appelle Colibri Coaching, je crois. Et à ce moment-là, elle me pose des questions. 5 séances. 5 séances courtes. Et Colibri avec un K. Et elle me pose des questions que je m'étais pas posées. Et en fait, je me dis, mais waouh, la question. Waouh. En fait, je comprends à quel point c'est puissant ce qu'elle est en train de me dire et à quel point ça m'aide à faire des choix éclairés et à comprendre le système, parce qu'elle est spécialiste en systémique, l'école Palo Alto, voilà. Et elle me fait comprendre que le système dans lequel je suis, c'est un système que je pourrais reproduire si je fais pas attention à des éléments. Et là, il y a les manifestations de ce que système produit qui pourrait être en fait pris autrement. Alors,
souvent dans un système, il faut pas juste prendre un élément du système, c'est repenser le système dans son intégralité. Donc elle me fait prendre conscience de l'importance de ça, qui a été déterminant dans ma façon de diriger la boîte et de manager derrière. Je pense qu'il y a eu un avant, un après ce premier coaching avec elle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'aide à trouver le bon point d'équilibre, prendre les meilleures décisions et d'écouter que là, mon histoire, ça peut pas être la continuité et qu'il faut que ça s'arrête. Et voilà, donc ça s'arrête. Et donc j'explique à l'équipe ça et l'équipe comprend. Ils comprennent aussi que voilà, une direction d'entreprise, c'est un tout, c'est un équilibre entre tout, entre nous tous. Et que je pense qu'il y a un attachement très fort entre nous et que pour que il faut que eux soient bien, que moi je sois bien, que l'entreprise fasse quelque chose. Enfin, il faut une certaine forme d'équilibre global dans lequel on veut s'inscrire. Et donc je leur dis et ils acceptent. Alors tout le monde l'accepte pas, c'est difficile avec 2 personnes un peu clés qui sont restées proches de moi maintenant. Mais c'est difficile pour elle à ce moment-là, parce que c'est dur, ça va vite. Et je pense qu'en plus, je le prends pas très bien, le changement, je l'accompagne pas bien. Le U avec les différentes phases, je l'ai pas en tête. Je vais trop vite, je vais trop fort, et je vais trop cash, trop authentique, sans doute. Pas trop authentique, parce qu'on n'est jamais trop authentique, mais je vais trop vite dans la communication. Je fais pas assez attention à l'impact de où on est chacun dans ce cycle. J'ai pas assez de respect du rythme avec lequel chacun le prend. Du temps de chacun. Ouais. Et quelles sont tes convictions managériales à l'époque ? Sur quoi tu t'appuies ? En fait, je pense qu'il y a un socle qui est encore le même qu'aujourd'hui en réalité. Parce que quand je parlais de proactivité en introduction, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'en fait, on met en place des processus même pour identifier où on en est dans la relation à l'autre. On est beaucoup dans la réciprocité des choix dès le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une symétrie de l'attention, mais très très tôt en fait. Même ce qu'on appelle la prise de référence. Moi, très tôt, j'ai l'idée de dire à tous les candidats, mais appelez qui vous voulez dans la boîte, parlez avec qui vous voulez. Ce qui s'est passé avec Philippe m'a beaucoup changé au démarrage. Quand il m'a dit, mais appelle-les. Et en fait, fais-toi un avis. Mais en réalité, pour faire des choix éclairés, il faut qu'on ait de l'information, qu'on fasse résonner cette information avec ses propres systèmes de valeurs, et donc donner la possibilité à n'importe quel individu à tout moment de sa vie dans une entreprise, avant de venir, pendant qu'il y est, d'avoir accès à de l'information en toute transparence, c'est fondamental. Donc en fait, l'approche managériale, c'est une transparence totale de tous les chiffres, de n'importe quoi, une clarté quand ça va pas, une proactivité très forte quand il y a des choses qui vont pas, se mettre autour d'une table, savoir en parler, vraiment mettre l'énergie sur ce qui dépend de nous, savoir se le dire, se dire les choses en face, en direct, pour se dire les choses en fait, pour qu'on comprenne, pour donner une chance à l'autre de changer. Et à un moment donné, il faut bien ouvrir la voie de la discussion et de la conversation pour qu'on se dise les choses. Donc en fait, vraiment je pense des choses assez simples et la conviction aussi très très forte qu'en management, manager, il est là pour aider la personne à trouver sa place et à réussir dans ce qu'elle entreprend, à faire résonner ce sens qu'on se donne dans la mission, pour qu'on soit tous centrés quand même sur une mission qu'on s'est donnée ensemble, et que ça dépasse même le cadre individuel, que l'humain est toujours, la considération de l'autre est toujours plus importante que la considération économique à un instant T. La pérennité de l'organisation, je la remets jamais en cause. Dès lors qu'on décide de faire entreprise, dans un système capitaliste, on se met dans un schéma d'équilibre où les règles du jeu, on les connaît. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas perdre de l'argent, sinon on se rend dépendant. Donc en fait, on se met dans un système au final, ou alors on le fait autrement. Et il existe d'autres schémas, mais dès lors qu'on fait entreprise et qu'on décide d'être une entreprise, il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas, c'est un élément de l'équation. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on s'est pas dit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aussi de se dire déjà qu'il y a des cycles en permanence, et qu'il faut accepter que les cycles personnels soient pas toujours les cycles de l'entreprise. Et donc, comment on accompagne les moments où les cycles sont pas alignés. Donc ça, c'est des éléments qui m'ont toujours beaucoup appelé. Les moments qui comptent dans la vie de l'entreprise et dans la vie d'une personne qui décide et c'est pas toute sa vie, mais une partie de sa vie. De nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces moments-là? Comment on accompagne les managers sur ces sujets-là? Donc c'est des sujets qui sont forts. Comment on met aussi une certaine hiérarchie dans les décisions, entre parfois des considérations humaines dans des moments de vie compliqués, et vraiment arriver à lâcher prise et accepter de se dire on prend. En fait, c'est pas grave, on gagnera moins, on aura moins à partager, mais en fait cette personne-là à ce moment-là, si elle a besoin d'aide, on l'aide. Et donc de savoir prioriser les choses par rapport à qui on a envie d'être et le sens qu'on veut donner à ce qu'est la boîte. Le fait de redonner du sens aussi à ce qu'est un manager et ce qu'il n'est pas. Et donc d'assumer très très fort que tout le monde ne sera pas manager dans l'organisation. Parce qu'il y a des personnes pour qui ça peut être dangereux pour elles et pour l'organisation qu'elles deviennent managers si elles sont pas prêtes ou si on sent que c'est pas leur histoire et notre histoire. Et de pouvoir quand même écrire des trajectoires de développement pour des personnes qui veulent pas et qui ont pas envie. Donc c'est à ce moment-là, voilà, on commence à créer
une sorte de socle avec différentes façons de se développer, différentes façons d'avancer. Et donc d'inventer en fait au fur et à mesure quelque chose de... Alors on rédige quand même un manifeste managérial pour dire des choses avec la force qu'on voulait leur donner. Et puis on invente en fait. On est très très centré sur la mission qui nous appelle, en disant mais comment on fait le mieux qu'on peut, on exerce le mieux qu'on peut cette mission-là. Et les choses viennent assez naturellement avec quelques valeurs fondamentales qui sont là depuis toujours en fait, depuis la première entreprise jusqu'à maintenant qui restent. Et c'est vrai que du coup ça rend les choses plus faciles parce que ça donne un peu des clés de lecture dans la relation qui font que voilà, on est tous très très différents, mais on a quand même ce socle commun qui fait que quand on n'est pas dans ce schéma-là de proactivité, d'authenticité, de transparence, on sait se le dire. C'est qu'on sait dire, voilà, là c'est pas ok. Et on se le dit. Et c'est pas grave que ce soit pas ok. Hein. Ce qui est gênant, c'est de pas se le dire. Et on se laisse le temps qu'il faut. Et on trouve toujours, quand on est dans ce mindset, des pistes. Puis aussi accepter de lâcher prise. Hein. C'est aussi une entreprise, c'est une résonance particulière. Voilà, alors c'est vrai qu'on a eu très 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 peu de turnover sur les dernières années, sauf sur les tipping points, et que c'est des moments forts, très forts. On est en plein en train d'en vivre en ce moment, parce que des fois il y a des choix qui appellent, et je me connais assez en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas, sinon je pars en fait. Et c'est très particulier de pas savoir gérer ça, c'est un apprentissage pour moi, de trouver des meilleurs points d'équilibre. Mais quand il y a quelque chose qui résonne extrêmement fort, je sais pas écouter ce qui résonne extrêmement fort. Je sais pas ne pas l'écouter, parce que je me dis que la vie elle est trop courte et que je sais pas gérer un truc quand c'est très fort. Hein. Je dis pas que c'est tout, mais quand c'est très très fort. Et donc c'est vrai qu'il y a des moments comme ça assez déterminants. 2020 en fait partie. Souvent c'est lié à des thèmes, hein, parce que moi tous les ans, depuis que je suis entrepreneur, tous les ans, peut-être ça peut inspirer ceux qui sont entrepreneurs et qui nous écoutent, tous les ans je réunis l'équipe 2 jours dans un endroit ouvert et je pose une question qui me semble centrale pour le futur de l'organisation. Et on invente ensemble, donc tout le monde, alors on a plein de moments où on partage des moments où on n'est pas du tout à penser à la boîte, on est à penser à nous faire du bien et à faire des choses qui nous décentrent un peu de ce qu'est l'organisation, et parfois de façon un peu inspirante avec des personnes externes ou des endroits ou des lieux ou des façons de travailler ou de collaborer. Mais cette question-là, tous les ans, elle n'est pas prise au hasard, c'est un thème, un sujet, et donc tout est aligné, c'est-à-dire que le moment il est aligné sur la question. D'ailleurs, je pense à toutes les personnes. Le jour où on a posé une question en lien avec l'innovation, je pense à tous les entrepreneurs, les restaurateurs, les gens à Lyon qui se sont dit mais il est cinglé le gars, il vient nous voir pour nous demander des trucs qui sont n'importe quoi. Et je pense qu'ils s'en souviennent encore parce que c'était déterminant pour eux et pour nous. Mais à ce moment-là, je pose une question qui est liée à la sérénité dans laquelle j'ai envie qu'on avance et qu'on grandisse. C'est-à-dire que la boîte fonctionne, elle gagne de l'argent, tout va bien. Et je sens aussi que l'appel, la croissance, cette croissance assez forte, qui tire, j'ai envie de la choisir et pas de la subir. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas subir cette croissance et comment, avec moins d'efforts parfois, parce que pour accepter que certains soient parfois avec des moments bas et que l'entreprise marche quand même, il faut trouver les conditions pour. C'est pas un truc qui se fait comme ça sans qu'on y réfléchisse. Je me dis, si on veut que l'entreprise marche mieux avec moins d'efforts pour que quand quelqu'un est moins bien, il peut aussi se reposer sans avoir le sentiment qu'il faut toujours courir après du plus, on fait quoi? Et donc là, je pose la question à l'équipe de comment on arrive à créer un modèle où on crée cette valeur, mais on apporte de la sérénité quand certains d'entre vous sont moins bien. Et donc, comment on développe la récurrence de l'activité, parce que on est quand même dans du nouveau en permanence, on est quand même dans cette logique de rendre autonome les clients, on est quand même dans cette logique de terminer les projets, et puis le jour où on a réussi, c'est qu'on a fini. En fait, c'est pas garder les clients toute notre vie, c'est les projets, on veut les réussir. C'est un peu comme Methodia, c'est toujours un mindset de terminer quelque chose. Et là, c'était avant le Covid, 1 mois avant le début du Covid. Et là, dans la salle, je vois un appel énorme de certaines personnes de l'équipe qui disent, mais en fait, tu sais, Nicolas, on a dans la boîte la pépite qui sert la mission qu'on s'est donnée, de faire réussir tout le monde, et qui peut apporter toute la récurrence. Et allons vers du SaaS. Donc, créons une SaaS, une spin-off. Et il y en a 2 dans la salle qui lèvent la main ce jour-là, qui disent, nous, on veut développer la boîte. On veut faire ce truc, on veut la porter. Donc, est-ce que t'es OK pour qu'on monte une boîte et qu'on en fasse une entreprise? C'est-à-dire que cette tech qu'on a développée pour une boîte de service, qui faisait rayonner cette boîte de service, on l'a pas du tout pensé pour la vendre. Moi, je savais même pas ce que c'était le modèle SaaS. J'étais pas du tout, j'étais très service, très dans l'incarnation, le machin. Et là, elle lève la main et dit ça, 2 personnes de l'organisation. Et donc, j'écoute ce qu'elles me disent, je prends du temps, voilà, et le Covid arrive. Et là, je me dis, waouh! Et peut-être qu'elles ont raison, parce que cette sérénité qu'on cherche, peut-être qu'aller vers de la récurrence dans un moment comme ça, c'est peut-être le moment.
Et là, je leur dis, écoutez, on va faire un truc, on va faire un deal entre nous. C'est que je vais vous donner un budget. On va se donner 2 ans. Et si en 2 ans, on arrive à faire 1 million d'ARR, donc d'abonnements récurrents, c'est avec ce budget-là, qui était pas grand-chose, avec 6 personnes, qui était pas beaucoup. Et je leur dis, voilà, si on arrive, on y va. Et on fonce. Et on dit, allez, go, on fonce. Et du coup, l'aventure, s'est déroulée 2021, 2022. Et au bout de 2 ans, elles ont fait 1 million et 4 000 euros. Alors, Florence, elle m'écoute et elle m'écoutera. Elle est du genre à atteindre l'objectif pile poil, Florence. Donc, c'était la meilleure, enfin, celle qui avait les meilleurs résultats sales chez VeryUp avant. Et donc, elle a levé la main en disant, moi, j'ai envie d'être directrice commerciale de ça. Et voilà, et Margot, qui était facilitatrice de croissance, dit, moi, je vais prendre tous les autres services. Donc, c'était facile. Après, l'équipe tech est restée, mais elles ont fait ça avec 6 personnes. Et elles ont monté la boîte qui a fait 1 million d'ARR en 2 ans. Voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel parce que c'était pas grand chose, c'était une belle histoire. Et voilà. Et c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, Romain, tu le sais. Et Lucie, tu l'as entendu. Mais moi, en 2022, je tombe malade. Je m'y attends pas, du tout. Et là, ça change un peu les choses parce que, évidemment, je suis moins présent. C'est plus difficile. J'organise une transmission parce que je pense que je vais pas réussir à sortir de la phase dans laquelle je suis. Et donc là, il y a eu un avant, évidemment, un après ce moment dans ma vie professionnelle parce que ça a été déterminant. Ça m'a obligé à faire beaucoup de choix d'organisation différents. Alors tout en restant aligné avec tout ce qu'on avait fait, mais c'est quand même un moment déterminant de ma vie, y compris personnel. Et bon, le fait est que les médecins ont réussi à trouver une solution sans trop que je m'y attende, et donc tout le monde était content. Mais c'est vrai que ça a conduit à ce moment-là à créer, c'est vrai, une autre entreprise dans le groupe. Et d'ailleurs, on fait de VeryUp aujourd'hui une sorte de laboratoire qui crée des SaaS, en fait. On a aujourd'hui deux technologies où l'équipe se pose la question de faire la même chose. On se dit, c'est super, en fait, d'avoir une boîte qui est dans l'innovation pédagogique. On a 400 clients dans le groupe qui nous font confiance. Voilà, une traction et une croissance qui est très forte chez TeachUp. Alors c'est vrai qu'elle est très forte parce qu'on essaie aussi de créer des moments, on essaie de la doser parce que 80% de croissance par an, 90, c'est beaucoup. Et chez TeachUp, ça crée de l'attraction, c'est super, mais en même temps, il y a des moments où on a envie de souffler. Et chez VeryUp, c'est quand même 30-40% de croissance par an. Donc c'est quand même élevé dans des boîtes de services. Et donc on se dit, comment on dose ça? Moi, j'avoue que ce qui m'est arrivé aussi à titre personnel fait beaucoup résonner des principes d'organisation, de management, de direction qui étaient un peu là, qui sont devenus très forts. Donc, j'ai appris de la façon de gérer ma maladie et le rapport au collectif et à moi-même dans ces moments-là et à ma famille, à apprendre à l'utiliser comme une force dans ma façon de diriger, qui change quand même un peu. Enfin, avec une coloration, on va dire, qui est accentuée sur des choses qui existaient, mais qui est un peu plus rationalisée, avec des éléments que j'ai perçus, que j'ai compris aussi, parce que je pense que des fois, quand on passe par des moments comme ça, on comprend des choses qu'on comprenait peut-être moins ou avec moins de force avant. Et comment tu le vis en 2022, du coup, le fait d'être stoppé d'un coup, parce que tu dis tu t'y attends pas, et là, depuis que tu nous racontes l'histoire, tu vois, on voit quelqu'un qui est tout le temps en train d'avancer, tout le temps à se projeter dans le futur. Tu vois, c'est ce point d'arrêt là, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi en 2022? Sur le moment, il veut rien dire parce que j'y crois pas, ni. Et puis en fait, on se doute pas. Tu vois, à ce moment-là, je pars en vacances fatigué. Parce que c'est beaucoup d'énergie et je m'économise pas parce qu'en fait je suis tellement dedans, tellement passionné, c'est tellement ma vie en fait que j'ai pas l'impression de travailler, donc la question elle se pose pas. J'ai une vie personnelle hyper épanouie, professionnelle hyper, enfin si tu veux, c'est vraiment j'ai l'impression de choisir ma vie et d'être bien. Et bon, après c'est vrai que c'est le corps il parle parfois. T'as des manifestations malgré tout. Ouais, physiquement je vois moins qu'à ce moment-là je fais moins de sport, que je suis moins d'équilibre. Alors je fume pas, je bois pas, je mange bien, j'ai toujours une vie quand même, enfin plus par respect de mon propre corps et par connaissance en fait. Je me dis en fait aujourd'hui on a l'information je prends l'information, j'essaie de l'appliquer pour me sentir bien, et d'ailleurs je me sens bien comme ça, qu'est-ce que je vais aller chercher autre part? Donc ça je l'ai quand même comme base. Et d'ailleurs je pense que je serais mort si j'avais pas eu ça, vraiment. Je pense vraiment je serais mort, c'est même sûr en fait. Je vis à ce moment-là avec un truc qui m'arrive que je vois pas du tout, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis pas malade, ça fait 20 ans que je prends pas d'antibiotiques, je me soigne, je vais jamais voir le médecin. Je pense que mon médecin, si elle écoute le podcast, elle m'a vu une fois tous les 3 ans.
Et du coup, je fais jamais voir un médecin. Je me soigne par moi-même avec des plantes. Je sais pas. Et puis, évidemment, quand je suis malade, je prends des antibiotiques, mais c'est tellement rare. Peut-être 5 prises en 20 ans, quoi. Donc, tu vois, c'était rien. Et à ce moment-là, je tombe malade. Petit truc. Et j'ai un kyste. Je me dis, tiens, on va me le faire enlever. Et donc, je vais à l'hôpital et on m'enlève mon kyste. Sauf que l'opération se passe pas très bien. Mais pas grave, tu vois. Je me dis, ok, ça va pas. Et 3-4 jours après l'opération, le médecin me dit, voilà, on va vous réopérer. Et il me donne des antibiotiques pour faciliter le fait que cette opération se passe bien, au cas où. Et donc, il me donne des antibiotiques. Et là, pendant 3 semaines, il se passe un truc. C'est des antibiotiques hyper connus. Amoxicilline, tout le monde en prend. Voilà. Et donc, aucune raison de ne pas donner des antibiotiques à amoxicilline à Nicolas qui est en face de moi. Quand je dis médecin, je comprends, le médecin, il me donne ça. Et là, mon corps, il commence à changer. Il se passer des trucs qui sont assez bizarres. C'est que je commence à avoir des attaques sur mon corps, ma peau qui est attaquée, ça fait des trous, et je comprends pas le truc, tu vois. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc les médecins comprennent pas, et me repèrent, et font des analyses, ça dure longtemps. Ils disent non, mais ça peut pas être, parce que finalement c'était une maladie qui s'appelle Panton-Valentine, qui est un super joli nom, mais qui est hyper dur. Et ils me disent, mais c'est tellement rare, en fait, et voilà, et que ça fasse en plus des marqueurs aussi forts, voilà, on continue de creuser les autres pistes, ce qui est normal, hein. Le protocole, c'est clairement de prendre les sujets dans l'ordre. Donc, et là, mon médecin généraliste est complètement dépassé parce qu'elle comprend pas du tout ce qui m'arrive. Moi, je commence à perdre du poids assez vite. Et je commence à avoir une manifestation physique très forte de ce qui est en train de m'arriver, parce que mon corps est attaqué physiquement, en fait. J'ai des trous. Et jusqu'à avoir des trous d'une balle de ping-pong, donc des trous énormes, en fait. Tu vois, en 2 mois... je perds beaucoup de poids, j'ai perdu jusqu'à 14 kilos au plus bas et au fur et à mesure, je sais pas ce que j'ai, tu vois, je me dis, il m'arrive un truc et là, en plus, c'est particulier parce que on vient de faire notre première levée de fonds, juste avant l'été, au mois de juin, donc je lève 1 million, première fois. Et je m'apprête à lever 3 millions au mois donc avec des fonds avec qui je discute, parce qu'on fait 1+3, on se dit on fait 1 avec des gens qu'on connaît, dans des bonnes conditions, on fait 3 de façon plus forte avec des fonds qu'on a identifiés, comme la boîte est assez grosse, ça me permet d'être libre, je lâche que, voilà, un pourcentage du capital qui est raisonnable, enfin tout est ok, quoi. Sauf que là, moi je fais comme si de rien n'était, je reprends la relation avec les fonds, sauf que je peux pas me déplacer. Et donc je discute avec des équipes qui disent, bon, on a levé des fonds, on lève 3 millions, on avait un plan de recruter 30 personnes, et on y va, quoi. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne suis pas pleinement là. Plus opérationnel, là. Disons que je le suis parce que je me force à l'être, mais je me rends compte que mon corps, il suit pas. T'es pas à ton plein potentiel. Pas à mon plein potentiel. Et petit à petit, les médecins creusent, font des analyses, cherchent je rentre dans le 20%, et je rentre dans le 1%, et je rentre dans le 1% du 1%. Et au fur et à mesure, on met le doigt sur le truc. Et ils me disent, voilà, vous avez plusieurs marqueurs. Donc, non seulement vous avez Panton-Valentine, mais vous avez des marqueurs génétiques particuliers qui font ça. Et là, je comprends que, du coup, c'est un combat avec une maladie où il va falloir trouver un traitement qui n'est pas immédiatement naturel. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles, mais il faut trouver les bonnes combinaisons d'antibiotiques. Et donc là, je rentre dans une phase où, pour vous donner une idée, j'ai pris presque 450 prises d'antibiotiques en intraveineuse, avec des cachets, sur un temps très très court. Wow. Et donc là, ça me défonce. C'est-à-dire que ça me défonce, mais en fait, c'est la seule façon de répondre à cette maladie, qui est une bactérie qui mange la peau, qui peut manger les organes, qui peut être invasive, qu'on ne sait pas soigner quand elle rentre dans les poumons. Enfin voilà, je vois que en gros, le bilan, il est plus dur que ce à quoi je m'attendais. Jusqu'à même que ça rentre dans ma jambe et que je puisse plus marcher. Parce que j'avais quand même, dans ces moments-là, alors, en plus, le fait que j'apprenne que c'est très dangereux pour mes enfants, c'est très dangereux pour les autres, me rend malade. C'est-à-dire que du coup, socialement, je me dis, en fait, je peux plus. Et j'ai peur d'avoir touché mes enfants, d'avoir touché ma femme, ma compagne, et de me dire peut-être que je les ai contaminés, peut-être que je les mets en risque, et peut-être que c'est fait. Et là, vraiment, je vis un mois et demi, le temps qu'ils fassent leur test, etc. Hyper dur. Parce que je me dis, en fait, le pire, c'était pas moi, c'était eux, quoi. Je me dis, mais si je l'ai passé à quelqu'un, sans le savoir. Parce que ça s'attrape comment? Tu l'avais... Par la peau. Donc c'est que quelqu'un t'avait contaminé Alors, non, pas forcément. On saura jamais comment. L'hôpital dans lequel j'étais est le centre de référence mondial de cette maladie.
Ah oui. Et l'opération s'est pas bien passée. Oui. Et pour choper une maladie aussi rare, Oui. Ok. où, Ce serait donc On comprend. ce serait nosocomial en fait. ça pourrait. Probablement. Après, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai jamais cherché la cause. Même les médecins, tu vois, à l'hôpital, ils ont dit non, mais ça vient pas de chez nous, ce qui est normal. Mais en soi, c'est pas grave parce que mon point, ça a jamais été de chercher la responsabilité. Bien sûr. Mmh. C'était de me dire, je fais quoi avec ça et qu'est-ce qui dépend de moi. Et c'était clairement pas de me battre contre un hôpital. Je m'en fous, en fait. Là, c'était de dire comment je mets l'énergie, ce qui dépend de moi. Et à ce moment-là, je me dis, ce qui dépend de moi, c'est un peu nouveau parce que il y a tout l'écosystème de cette boîte qui est là, il y a ma famille. Alors, j'ai toujours peur d'avoir contaminé deux de mes collègues que j'ai croisés sans savoir que j'étais malade et que j'avais ça, à qui j'ai fait la bise, voilà. et mes enfants, et Marianne. Et donc là, je comprends évidemment qu'il faut m'isoler. L'hôpital me dit, écoutez, le mieux, c'est que vous ayez une pièce en dehors de l'hôpital, parce que c'est hyper dangereux pour les malades à l'hôpital. Donc on sait pas bien gérer ça. Donc il y a deux options, soit on le fait chez nous, mais chez nous ça nous embête, parce que c'est très dur. Soit vous avez une pièce où vous pouvez vous isoler et vous touchez personne, et voilà, on a des protocoles, des contaminations très forts. Ça peut durer longtemps. On vous soigne, vous allez à l'hôpital toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Et voilà, et vous suivez votre protocole. Alors j'ai allé à l'hôpital, du coup, j'ai choisi de rester chez moi. Donc j'ai jeté tous mes meubles, j'ai jeté tous mes livres, j'ai jeté tout ce que j'avais, j'ai tout remplacé. Parce qu'en fait, la décontamination était un peu compliquée. Je vivais dans une pièce blanche avec un lit, un bureau et un ordi. Et du coup, j'étais quand même connecté. Parce que ça m'a quand même maintenu ouais. dans une activité intellectuelle. Et avec la difficulté de pas pouvoir toucher du tout mes enfants, ma femme, pas avoir de contact avec aucun être humain, même à l'hôpital. C'est-à-dire que j'étais dans des process de décontamination avec des personnes qui me recevaient en cosmonaute et qui me touchaient pas. Et donc à me donner mes antibiotiques, à faire des tests, etc. Et à ce moment-là, à chercher la bonne combinaison d'antibiotiques pour trouver. Et en voyant me dégrader au fur et à mesure qu'on trouvait pas. Ça, c'était difficile parce qu'à chaque fois, un traitement, c'est 10 jours, 15 jours. Et donc la seule chose qui dépend de moi dans des moments comme ça, c'est d'aller au bout de ce que j'étais en train de faire et de le faire le mieux possible et de me soigner parce que les infirmières voulaient plus me soigner. Donc j'étais soigné par des infirmières jusqu'à ce qu'on sache ce que j'avais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais des trous dans le corps, mais j'avais des infirmières qui venaient 3-4 fois par jour pour me faire mes pansements partout, sur mes cuisses, sur mes bras, sur mon torse, sur mon dos. Et jusqu'au moment où elles ont su ce que j'avais et elles m'ont dit, en fait, on peut plus venir parce que c'est trop dangereux. Et donc là, plus personne me soigne. Et donc là, je m'auto-soigne. Donc je fais 6-7 heures de soins par jour, soin par soin, trou par trou. Et donc je me soigne. Et donc j'ai mon espace, donc je jette tout ce que j'ai, toutes mes serviettes, je rachète tout. Je marche quand même à ce moment-là. Donc le matin, à 6h, je vais faire un tour du parc. Je croise personne, mais je marche dans la nature. J'essaie de marcher. Alors je suis affaibli parce que je suis plus maigre et que j'ai moins de force, mais voilà, j'essaie de manger. J'ai pas de contact direct, ça dure des mois. Et puis à chaque fois, ça reprend. Je termine mon traitement, puis il y en a un autre. Puis je termine, il y en a un autre. Puis à chaque fois, ça me fatigue parce que c'est à chaque fois des combinaisons d'antibiotiques qui sont hyper puissantes, hyper dures. Et donc ça défonce mes défenses immunitaires. Et puis on creuse. Et puis ça attaque ma jambe. Et puis il arrive un moment où je peux plus marcher. Donc ça c'est très dur parce qu'en fait c'est quand même mon seul point de respiration, c'est l'extérieur. C'est que j'ai plus rien après. J'ai plus que la chambre, mes quêtes. Et donc là c'était pas évident parce que je marche avec des béquilles. Donc je m'achète des béquilles. J'essaie ma jambe qui va pas bien. Je me dis mince, ça rentre. Et quand ça rentre j'ai peur. Donc là j'organise ma vie comme si j'allais partir. Donc je fais toutes les démarches de quelqu'un qui va pas rester et voilà, et sans m'attendre à ce qu'à cet âge-là je fasse ça. J'ai 40 ans. Je me dis pas j'avais prévu de faire ça là, et donc j'organise tout pour ma femme, pour mes enfants, pour l'entreprise, voilà. Surtout qu'il y a eu un petit déni dans l'entreprise, mais parce que j'avais un déni moi-même, où on a continué à accélérer, enfin avec des managers qui ont compris qu'il se passait quelque chose et d'autres qui se sont dit non mais t'inquiète Nicolas, on va gérer. Et en fait pour montrer qu'ils géraient, ils ont continuer à recruter. On se retrouve avec des déséquilibres de boîte hyper forts, avec une boîte qui fait pas sa levée, mais qui explose en déséquilibre. Dans les boîtes de service, ça a un impact super fort. Donc là, on vit un moment, moi je vois ça de loin, parce que j'essaie quand même de rester connecté. C'est hyper dur. Donc je me dis, et ils trouvent pas de traitement. Au mois de décembre, ils commencent à trouver, donc ça fait 5 mois et demi qu'ils cherchaient, commencent à trouver un traitement qui a un petit effet positif sur moi. Donc j'ai super espoir. Faut se dire aussi que dans ces moments-là, quand je me dis qu'est-ce qui dépend de moi, je deviens ultra expert de ma maladie. Je lis tout ce qui existe dans le monde sur le sujet. Donc je plus encore que les médecins qui ont une vision généraliste en tant que généraliste de l'infectiologie. Moi je creuse, alors je suis nul en infectiologie, mais je deviens un ultra expert de ma maladie à moi. Donc je lis tout ce qui existe, y compris des trucs
ultra récent, et donc même à un moment donné, je refuse de prendre un traitement parce que je me dis il peut me tuer. Et donc je le dis, alors ça crée un drame parce que c'est hyper dur derrière des médecins, etc. Et à ce moment-là, finalement, ils me le donnent pas et je change de médecin. Et donc je change. Donc il y a 2 hôpitaux qui s'occupent de moi, un hôpital à Lyon. Madame Meyer s'implique aussi. C'est vrai. Ouais, s'implique parce qu'elle a un gros réseau. Elle appelle un sénateur. Bon, bref, et donc là, à ce moment-là, j'ai beaucoup de gens qui s'activent autour de moi pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Et au mois de décembre, ils trouvent quelque chose. Alors malheureusement, ça marche pas. Donc là, juste avant Noël, je fais une grosse récidive, c'est difficile, etc. Donc bon, évidemment, je voulais célébrer le fait de voir ma famille que j'avais pas vue depuis longtemps et de resserrer mes enfants dans les bras et ma reine dans les bras. Je peux pas. Et en janvier, ils ajustent un peu et pouf, le truc marche. Et là, j'attends janvier, février, mince. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas de défense immunitaire, donc l'année dernière, en 2023, j'ai eu 6 mois sur 12 malade. C'est qu'un rhume est devenu une pneumonie. Je me suis fait réopérer au mois de décembre parce qu'un petit truc, en fait, devient un gros truc. Donc, c'est pas du tout lié à ma maladie qui a été guérie. Donc, il n'y a plus du tout ce sujet de contagiosité, etc. C'est la somme de produits que tu t'es enfilé qui a complètement flingué le système. Ah ouais, et du coup, de plus avoir de défense immunitaire, ou d'en avoir moins, et donc d'être déséquilibré, et donc d'avoir comme toutes les personnes immunodéprimées qui sont plus fragiles. Et donc je vis pleinement à fond, mais avec toujours le fait que j'ai en tête que n'importe quel petit bobo pour moi peut être un plus gros bobo, mais en même temps je m'interdis pas de vivre et je vis bien et je vis super bien, mais avec quand même ça en tête, avec des 2 fois l'année dernière, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 2 fois, c'est quand même 6 mois sur 12 avec des moments pas sympas, mais pas du tout dans les proportions de ce que j'ai vécu en 2022-2023. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un apprentissage très fort, même dans la façon de conduire une boîte, parce que je me dis, mais waouh. Donc là, je me dis, bon, ce rapport à la croissance, ce rapport au développement, ce rapport au sens devient encore plus fort alors qu'il était déjà. Donc, quand tu disais tout à l'heure, Lucie, que c'était déjà là, mais avec puissance accélérée. Et c'est vrai que j'ai trouvé, parce que mes seuls contacts c'était avec la nature, je trouvais dans la nature énormément de points de repère pour inventer l'organisation de la boîte, et notamment sur les sujets de cycle qui m'ont beaucoup parlé, le fait de générer des hivers dans ma façon de diriger, ce que je faisais pas avant. C'est-à-dire que j'ai appris à générer des hivers. J'ai appris à prendre en compte que dans la nature, en fait, il y a des saisons, que les arbres, il y a des moments où ils s'arrêtent, où ils perdent leurs feuilles. Ils continuent de grandir, mais différemment. Et s'ils le font pas, ils meurent. Et s'ils n'acceptent pas d'écouter que cette croissance continue, qu'ils ne s'arrête pas, ça les fragilise. Du coup, le fait de perdre leurs feuilles, ça permet quand il neige et quand il pleut, de pas s'alourdir, et de pas s'épuiser, et de pas se fatiguer à continuer à grandir. Je me dis, en fait, on a dans la nature sous les yeux le fait de pouvoir générer un printemps, c'est savoir organiser des hivers. Donc, j'organise des hivers dans l'entreprise. Et donc, j'organise et je dirige un peu autrement. Donc, c'est vrai que ça a conduit à un peu quelques bouleversements, mais pas tant que ça, parce que les équipes me connaissent. J'essaie aussi de revenir sans tout casser. Parce que c'est quand même des nouveaux équilibres. Chacun a pris de la place. Il y a ma place, ma nouvelle place. Donc j'essaie et je me rends compte à ce moment-là que j'ai pas assez transmis ce que j'ai appris. Donc je dis, bon, ça devient important de transmettre plus. Je l'ai fait pour les autres, je l'ai fait sur les projets, mais je l'ai pas fait assez avec les personnes qui sont autour de moi directement. Donc voilà, c'est ça que ça a un peu changé quand même. Et cette période, pour ta compagne et tes enfants, comment eux le vivent? Je pense que le plus dur dans l'histoire, c'est pour ma compagne. Je pense que vraiment, ils ont été exceptionnels dans la qualité d'écoute, de présence, de respect, aussi de l'intimité, de certains moments où c'est dur quand même, il y a des moments où on n'a pas envie, j'avais envie d'être centré sur des choses assez personnelles, et puis des moments où on était connectés, ils marchaient avec moi, on partait marcher longtemps, on marchait loin, on se touchait pas, mais on marchait. Enfin, c'était des moments où c'était des super respirations. Et si tu veux, j'avais tellement peur de les contaminer que j'avais des gants, j'avais je touchais rien, quoi. J'avais tellement peur. Même à un moment donné, on est parti un peu en dehors de Lyon, on a marché longtemps. Donc c'est vrai que ça nous a rapprochés par la marche, par le fait de maintenant on continue de marcher beaucoup, et beaucoup de compréhension. Enfin vraiment, tous les trois sont formidables de compréhension. Un peu dur pour mes parents qui sont loin, pour ma grand-mère qui est loin. Parce qu'eux voient de loin le truc. Et tu vois, quand tu vois de loin, que tu regardes sur Internet,
tu mets Pantin Valentine, tu vois les photos, tu te fais une image d'eux. Et c'est dur en fait. Et puis à un moment donné, même c'est arrivé sur mon visage, donc tu vois, je me montrais plus. Mais bon, mais en soi, ça allait de mieux en mieux. Mais c'est vrai que t'as le côté, tu vois, l'image que tu renvoies et puis la représentation que tu t'en fais. Et je trouve que c'est dur pour l'entourage, pour mes collègues. Il y a des collègues qui sont pas bien. Il y en a qui le vivent très bien, qui me disent attends, t'inquiète Nicolas, on prend le truc. Il y en a qui sont hyper affectés par ce qui m'arrive. Il y en a qui me voient organiser la suite aussi. Et même à un moment donné, je dois trouver des CEO pour chacune des boîtes. Donc pour une boîte c'est naturel, pour l'autre ça pourrait, mais il y a que 2 personnes. Et en fait ces 2 personnes me disent Nicolas, on va dire un truc, on est enceinte toutes les 2 en même temps. Et on veut pas prendre la direction de la boîte dans ces conditions sans toi et tout. Tu nous as pas transmis le truc. C'est hyper fragile. La boîte elle a une hyper croissance. On se sent pas, on sait pas faire. Et là on va avoir un bébé, ça va changer nos vies. En fait on sait pas. Donc si tu reviens pas, il faut que tu trouves une autre option. Et donc là je me mets à recruter un CEO en dehors. Et je voulais pas le faire. Et donc je me mets à discuter, donc à prendre un cabinet en étant malade, pour organiser le recrutement d'une personne qui va prendre ma place dans un contexte hyper bizarre. Donc ça, c'est très spécifique. Donc d'ailleurs, ça a créé une relation particulière avec la personne qui a failli avoir ce rôle-là, jusqu'à ce qu'il trouve un traitement et qu'on se dise, bon... En fait, c'est bon. C'est pas l'histoire, ouais. Du coup, tu l'as pas recruté Non. Mais du coup, on est resté en lien et tout. Donc là, il devient entrepreneur en ce moment. Okay. Et donc ça a créé une histoire particulière tous les deux, parce que c'était assez bizarre, en fait, de vivre ça. On s'est vu dehors. Des fois, on s'est vu, on pouvait pas se toucher. C'était particulier. Et voilà, donc j'ai vécu un peu un moment un peu curieux là, d'organiser une suite et avec un entourage exceptionnel et puis des personnes qui ont quand même mal vécu, hein, qui ont été pas bien du tout, pas bien dans la boîte, qui ont même eu des managers qui ont perdu pied parce que ils avaient l'habitude d'avoir un point d'appui. Certains étaient assez neufs en management, découvraient, avaient besoin d'aide et pour gérer les cas difficiles, ils ont trouvé dans la communauté managériale de l'aide. Hein. Mais il y en a qui et je pense était affecté aussi émotionnellement par ce qui était en train de se passer. C'est dur en fait, chacun réagit différemment et bien sûr. Et voilà, et puis moi c'est vrai que je le prenais avec assez de distance pour me dire bon bah de toute façon je fais le mieux que je peux pas faire plus, donc je gère chaque traitement du mieux que je peux, j'essaie de transmettre ce que je peux, j'essaie d'organiser les choses et je me rends compte quand même que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Donc ça c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu te dis merde, j'ai pas été à la hauteur de ce que, enfin tu vois, souvent tu dis que tu fais le mieux que tu peux, mais je prends conscience que le mieux que je peux c'était plus que ça. Mais je l'ai pas fait. Parce que jamais j'aurais pensé que cette transmission, elle était nécessaire là, maintenant, à 40 ans et de façon aussi rapide, tu vois. Je m'étais dit, le jour où je veux faire autre chose, je l'accompagnerai, je prendrai le temps, mais pas comme ça. Et bon, bah là, je prends le sujet, voilà, je vais faire des trucs qu'on fait pas à 40 ans, tu vois. Tu t'essayes de prendre des décisions qui vont être là après sans moi. Et c'est quoi? Bah, qu'est-ce que tous les gens autour de moi vont avoir décidé? Bah, j'essaie quand même de décider de ce que j'ai envie ou pas envie. Tu vas me dire, bon, bah, voilà. Et puis je pensais pas me poser cette question, mais je me les pose. Et voilà. Là, j'ai un notaire qui est génial, qui m'aide bien, qui m'engueule un peu. Qui me dit, mais t'as rien fait de ce qu'il fallait faire. T'es pas marié, t'as pas acheté de maison, t'as pas... En fait, j'ai tout ce que j'avais dans ma liberté, dans ma boîte. C'est-à-dire que je vis tout pour ça. J'ai rien. Et je me dis, mais merde, Marianne, les enfants, j'ai quoi? Ils ont le patrimoine de la boîte, mais en fait, tout ça est pas liquide. Les équipes, je leur ai transmis quoi? À qui j'ai armé pour être CEO, pour inventer ces nouveaux équilibres, etc. C'est fragile, une boîte, en fait. Et c'est encore un tweet personnel. Je me dis, merde, j'ai pas fait ça. Et là, bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Et j'ai pu après le faire. Alors c'est vrai qu'après ça s'est un peu enchaîné avec ça. Et puis encore maintenant, c'est un peu mon tipping point du moment d'être dans cette transmission forte de ce que j'ai appris avec tous ceux qui sont autour de moi. Ouais. Et est-ce que ça te crée des envies différentes aujourd'hui d'avoir traversé ça? En fait, ça crée des... En fait, ça renforce des envies déjà là, d'avoir encore plus d'intention dans les choses. C'est-à-dire que l'acte d'entreprendre, je le vois comme vraiment une envie de dire des choses avec beaucoup, beaucoup de force. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas cool ce que je veux dire, mais je me fous de ce que font les concurrents, de ce que font les autres boîtes. Vraiment, je me dis, j'ai envie de dire un truc qui a de la force pour inventer le monde dans lequel j'aimerais vivre, moi, si je dure longtemps, et dans lequel mes enfants, j'aimerais qu'ils vivent. Et c'est particulier parce que je me dis, bah, en fait, est-ce que en faisant ce que je fais ça? Et des fois, quand je me dis non, bah, je le fais plus. Donc, il y a un peu plus de radicalité dans les choix. Donc, ça va plus vite dans le fait de choisir. Donc, je prends des décisions plus rapidement. Donc, il y a des envies ou des non-envies qui sont beaucoup plus affirmées, qui s'expriment plus fort, plus vite. Et du coup, bon, qui surprennent un peu. Mais je suis quand même dans cette logique d'équilibre de système. Donc, je fais attention à pas changer
des trucs en disant c'est ça, et sans écouter les points d'équilibre. On les cherche beaucoup, mais j'essaie quand même de trouver le système avec des convictions hyper fortes. C'est-à-dire qu'on a recentré notre techno teach-up sur un seul produit. Je dis maintenant on arrête de faire 1000 trucs, on en fait un et on le fait bien, et on va dans le monde entier pour faire ça, parce que ça nous appelle. Et chez VeryUp, on recentre sur ce qui a fait qu'on existe, et pas ce qui a fait qu'à un moment donné ça nous apporte de la croissance, mais en fait ça nous fatigue. Et moi j'ai envie que les équipes se épanouissent, soient bien, soient fiers de ce qu'on fait. Donc en fait c'est plutôt un recentrage très très fort, c'est une envie de recentrer sur ce qui compte le plus, d'accepter de lâcher prise quand on est dans le courant, mais avec des intentions, parce que c'est aussi une façon de s'extraire du courant, et pas de subir le truc en fait. C'est-à-dire, à la fin tu peux rater, mais j'ai pas subi le machin. J'ai été un acteur du choix. J'ai fait le mieux que je pouvais pour choisir ce qui nous arrive, et que ce qui à la fin ce qu'on va faire, je pourrais pas dire mais merde, c'est pas ma faute, ou on voulait pas faire ça. Je dis non, en fait on veut le faire comme ça. On a fait le maximum avec ce qu'on veut faire comme ça. C'est-à-dire que quand on me dit ouais tu fais ça, mais sur ça t'es sûr que, je dis ouais, en fait on veut le faire comme ça. C'est notre point d'équilibre à nous. C'est-à-dire on sait poser les questions d'eux, y compris sur les points d'équilibre, de rapport à la performance, sur rapport à la valeur en fait. De considérer que la performance telle que je la voyais avant et telle que je la vois maintenant, elle a changé. Maintenant, c'est un équilibre entre plein de points. Même dans les choix sur l'impact environnemental de ce qu'on fait, de prendre en considération de façon systématique des choses qu'on voyait pas. On a même inventé de façon volontariste un truc qui n'existait pas sur le marché en se disant mais en fait personne le fait. En fait, on a un impact qui peut être énorme. Alors c'est pas tant à l'échelle d'une boîte comme la nôtre, parce que on est 90 et qu'on a notre impact et qu'on mesure depuis longtemps, mais on voit que les leviers ils sont pas que là. C'est les millions de personnes qu'on forme. C'est notre impact direct, c'est les millions de personnes qu'on forme, la façon dont on les forme, la façon dont on le fait. Donc on a créé une boussole carbone par exemple pour mesurer ça, en disant voilà, des fois on a des choix. En fait c'est faux de dire qu'on a qu'une seule option. On est dans des métiers où il y a parfois plein d'options. Comparons les options, regardons l'impact que ça a, bossons avec l'ADEME sur la mesure de cet impact. La valeur elle est pas que économique, elle est aussi économique, mais elle est aussi humaine. Est-ce que l'équipe se sent bien? Est-ce que notre baromètre marche est ok? Est-ce que les gens sont bien? Est-ce qu'ils sont et quand c'est pas le cas, on écoute, on redétend, Est-ce que on a un bon point d'impact sur la mission? Est-ce que la mission qu'on affiche, on l'exécute comme on veut? Est-ce qu'on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit? Est-ce qu'on a cet alignement ou pas? Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas? Et en fait, la valeur, c'est un équilibre où il y a tout l'écosystème qui est dedans, les équipes, les clients, les actionnaires, les partenaires, la société, dans le côté sociétal qu'on a, l'environnement. Alors, dire quel est le point d'équilibre de cette boîte, et en fait, c'est juste avoir cette intention pour la suite et le faire et du mieux qu'on peut. Et après, une fois que tu as fait ça et que tu t'es posé la question, tu dis on peut te reprocher plein de trucs, mais tu vois, c'est plus un apprentissage. Quand on me dit Nicolas, tu fais pas ça, je dis ah ouais, putain, c'est super. Mais j'ai fait de mon mieux en fait. J'ai fait de mon mieux à chaque moment, et voilà. Et puis là, j'ai plus le sentiment de faire de mon mieux, encore plus qu'avant. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des lectures, des films, des personnes, des initiatives? Tu vois, qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui t'inspire? Ça change beaucoup au fur et à mesure du temps. C'est pas spécifiquement aujourd'hui, tu vois, en ce moment, par exemple, je marche beaucoup, plus qu'avant. Donc j'ai le besoin d'étendre mon écran, de marcher. Donc, je fais beaucoup de réunions en marchant. Je marche des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Donc j'ai un rapport même à l'extérieur et au son qui a changé. Donc ce qui m'inspire, j'écoutais jamais des podcasts, je vais être honnête, jamais, très très peu, et en ce moment un peu plus, et je me plais à écouter, à prendre ce temps d'être dans la nature et d'écouter. Je peux faire deux choses en fait, je sais faire qu'une chose en même temps. Moi, genre, vraiment, mon cerveau, mais sauf que quand je marche, il y a un petit côté apaisant, vraisemblablement mécanique, qui me fait marcher, ressentir la marche, mais donc je peux écouter en même temps parce que je suis concentré sur ce que j'écoute, et voilà. Donc l'inspiration, je vais la chercher aussi en choisissant les personnes que je mets autour de moi, en étant plus affirmé sur des choses que je veux moins, que je veux plus. J'ai quand même énormément, j'estime avoir beaucoup de chance d'être entouré de personnes super inspirantes, super engagées, qui font un tas de trucs, qui me surprennent tous les jours. Donc j'ai pas à aller chercher très loin en fait de l'inspiration et de l'apprentissage, parce on est dans des métiers où c'est tout le temps le cas, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a 400 clients qui arrivent sur la table avec des projets, alors parfois qu'on va chercher volontairement. C'est qu'on est allé chercher un projet éducation nationale sur la rénovation énergétique. Je me dis, c'est super parce que ça va nous faire rentrer dans quelque chose qui nous parle. Et donc, on va travailler sur un truc qui fait sens. On va apporter de l'innovation à l'école, parce que l'école peut pas acheter ce qu'on a fait.
Donc on va se dire que, en fait, si on avait à le vendre, ça coûtait 5 millions, on va donner 3 millions de valeur pour le faire à l'école. Et donc, tu vois, le fait d'être entrepreneur et d'être libre, ça nous autorise à prendre des chemins parfois comme ça. Et donc, on peut apporter à l'école une proposition de valeur qui aurait été impossible dans une économie marchande normale. Et donc là, je dis aux actionnaires, voilà, ce qui m'inspire, ce qui me donne envie, c'est d'aller travailler sur un projet qui compte, qui a du sens, qui aura beaucoup d'impact. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont bénéficier de ce dispositif. Et que mettre ce qu'on a appris dans des apprentissages individualisés, valorisants, etc., au service de la rénovation énergétique, quelque chose qui nous touche tous. Et si la France peut grandir avec ça, et que nous, on peut apporter à travers ça, et au-delà de la France, pouvoir apporter un éclairage sur ce que ça veut dire, c'est super intéressant. Je trouve ça chouette de mettre l'énergie dessus. Donc, on choisit aussi certains projets. Et de façon volontariste, c'est pas des projets rentables, c'est pas des projets habituels. On s'en fout, on le fait parce qu'on a on essaie de trouver les points d'équilibre aussi. Il y a des clients qui payent très très bien des projets innovants. Et donc voilà. Et on est très inspiré quand même par l'écosystème direct dans lequel on est tous, qui est lié à notre cœur de métier, en fait. Où on apprend tout le temps, en réalité. Et tu t'engages bientôt en politique alors? Pas bientôt. Pas bientôt. Je trouve que la parenthèse en ce moment, j'ai quand même l'impression de faire un peu de politique quand je suis entrepreneur. C'est très militant, très activiste, ce que tu portes. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis pas. Mais quand même, parfois, je me dis, ok, faut que je. Enfin, des fois, il y a quelque chose qui m'appelle pour me dire, mais vraiment, il faudrait que le cadre change plus globalement avec des approches, avec des intentions beaucoup beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que le sentiment qu'on prend le flot de l'actualité, on suit ce truc-là dans les débats, les échanges, les machins, et la conviction très très forte qu'on peut avoir sur une intention pour dans 20 ans, dans 30 ans, enfin quelque chose de temps long, ou même dans 10 ans ou dans 5 ans, qui peut encore plus parler aux personnes je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir des hommes et des femmes politiques qui ont des choses à dire avec des intentions un peu à l'image de ce que j'essaie de faire dans le cadre d'une entreprise. Je me dis, ça, c'est quelque chose qui quand même m'appelle à un moment donné, fort. Je sais pas quand, pas tout à fait comment, mais oui, il y aura forcément un moment où je vais le faire. Mais j'attends d'avoir le bon moment et le bon système pour. Là, je suis tellement passionné par ce qu'on est en train de... Et puis en ce moment, je me dis que je suis là où je dois être, parce que il y a une transformation hyper rapide du monde du travail. Je trouve qu'il peut exclure énormément de monde, qui peut rendre compliqué la vie de beaucoup de monde. Je pense que, un peu à l'image de ce qu'Internet a entraîné, le rapport à l'IA dans le travail, ce que ça fait pas, ce qu'on veut pas. Dans des sociétés aussi où le service est aussi fort, il y a quand même une nature de transformation des métiers que je vois arriver, parce que je suis en plein dedans en réalité, hein. Vraiment, je suis au cœur du truc. On a plein de spécialistes d'IA, on a plein de personnes dont c'est le cœur de métier, c'est partie de notre profession de valeur, et je vois à quel moment on doit faire des choix, à quel moment on doit renoncer, nous, à quel moment ça transforme notre boîte, à quel moment des personnes peuvent être fragilisées si on les accompagne pas, à quel moment on doit faire des choix de vraiment volontairement, parfois même se dire, ok, il y a des personnes, on va plus les former que d'autres, parce que ces personnes-là, il faut les aider plus à se mettre dans une position de bien accueillir ce qui va arriver. Et je me dis, dans tous les métiers, dans plein d'entreprises, ce qui est en train d'arriver va vraiment changer la nature du rapport au travail et au temps. Et que être là en apportant des services qui viennent aider à apaiser, à aider chacun à trouver sa place, aider chacun à mieux apprendre pour réussir à trouver sa place dans ces moments de transformation. Je trouve que ce que fait la boîte, ça a beaucoup de force maintenant, au moment d'une transition aussi importante. Et du coup, j'aurais le sentiment de pas être là où je dois être pour servir quelque chose qui me parle et qui me touche, en me lançant dans la politique, y compris avec l'équipe, maintenant. Surtout que j'ai géré un hiver et que ça entraîne quand même des discussions assez tendues, positives, authentiques, dans l'organisation, fortes. Et je peux pas leur dire coucou, je vais lancer en politique là, ça serait impossible. Je pense que dans 2-3 ans, je vais me reposer la question. J'aime bien me dire que je me donne des parenthèses à chaque fois. J'ai toujours fait ça, je fais le max et j'essaie de transmettre le plus que je peux aux équipes qui sont là. Et puis voilà. Et puis on verra un peu plus tard, mais pas maintenant. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont t'aimerais parler? Je ne crois pas. Je pense que là, l'idée c'était de partager ça avec vous et juste vous remercier tous les deux, parce que vraiment, j'ai trouvé dans les épisodes que vous avez publiés des choses qui m'ont beaucoup servi. Et quand tu me disais comment tu t'inspires, je pense que Tipping Point, ça a été des super sources d'inspiration
y compris même, là j'ai des fortes interrogations sur le rapport au temps, et j'ai trouvé dans plein d'épisodes des questions, des points où je me suis dit waouh, ça c'est super parce que c'est intéressant de trouver les points d'équilibre avec l'équipe, et de savoir comment le faire et comment le faire bien et comment le faire en conscience et comment pas passer à côté. Donc voilà, je pense que votre podcast ouvre plein de questions, un peu comme ma coach Karine qui me posait des questions. Je suis sorti avec des belles questions. Et sur cette question du temps, alors à l'heure où on se parle, on l'a pas encore sorti, mais on a enregistré avec Diane Dupré-Latour, qui est la fondatrice des Petites Cantines, que tu connais peut-être, parce que c'est une entrepreneure lyonnaise très très engagée, et qui nous parle du temps. Et elle dit, tu pourras l'écouter, le temps n'a pas d'autre réalité, sans nous il n'y a pas de temps, et donc en fait on crée le temps. Le temps n'existe que parce qu'on existe, et donc finalement nous sommes créateur du temps et maître de notre temps. Donc c'est plutôt la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire avec le temps qu'on a et qui nous reste, mais qu'on crée à chaque seconde. C'est très en lien avec la proactivité dont je parlais, où chaque moment, chaque chose qui arrive, chaque événement a une certaine neutralité. Tout à fait. Et qu'en fait, c'est notre plus grande liberté, c'est savoir ce qu'on veut faire du moment, en fait. Et donc ça, c'est le truc le plus fort qui puisse exister dans une vie, c'est de le choisir, c'est de renoncer à des choses qu'on veut pas et de choisir ce qu'on veut et de le faire en conscience et de faire du mieux qu'on peut et en faisant confiance. Ouais. Moi, j'ai été très impatient de passer ce moment avec toi depuis le premier jour où j'ai été rencontré. J'ai vécu, moi, ce temps qui était malgré tout un peu long, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a peut-être 2-3 mois. Et je suis rentré de notre échange, je dis à Lucie, j'ai rencontré quelqu'un de génial et j'ai vraiment envie qu'on puisse passer du temps avec lui. Et donc, moi, j'ai travaillé justement ma capacité à prendre du temps et à gérer mon excitation et mon impatience et ma patience à pouvoir passer ces 2 heures avec toi. Extraordinaire. Merci, Nicolas. Merci à tous les deux. Ouais, merci beaucoup. Et je crois que la patience et la confiance fonctionnent plutôt bien ensemble. Donc, vos 2 mots de la fin, je les réunis. Parce qu'on peut patienter si on a confiance, finalement, je crois. C'est vrai. Donc, à mon tour de te remercier, Nicolas, pour ton partage, pour l'histoire que tu nous as racontée qui... Ouais, on n'a pas vu le temps passer. Enfin, vraiment, on se laisse embarquer. Et il y a quelque chose de très, très inspirant dans cette volonté de pas subir, en fait, d'être actif, de faire ses choix, de les mener, d'expérimenter et d'être là avec le sourire qui a fait rayonner toute la pièce. Et je pense que même sans te voir, on entend le sourire que tu as et que tu nous as partagé. Et puis sans doute aussi un brin de reconnaissance, parce qu'il y a des personnes que j'ai pas citées, parce que c'est difficile en plus, plus par pudeur, mais dans les moments où c'était dur, je pense qu'il y a des personnes qui se seront reconnues, y compris dans l'entreprise, qui ont été là, et vraiment, pour que ça a été déterminant pour moi, parce que il y a des moments comme ça où se sentir que voilà, il y a ça, c'est vrai humainement, ça change une vie, donc je pense qu'elles se reconnaîtront, et voilà, je voulais aussi les remercier pour ça, parce que ça m'a beaucoup aidé. Merci à tous les deux. Merci Nicolas. Merci Nicolas. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!